Bonjour Grégory Jean. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de recevoir pour ce deuxième numéro un représentant de la jeune génération de phénoménologues. Une génération jeune et pourtant déjà très aguerrie puisque vous êtes maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Vous êtes aussi directeur du centre d'études phénoménologiques de Nice et vous êtes un membre très actif de nombreuses revues philosophiques. On peut aussi ajouter que vous êtes un fin connaisseur de la phénoménologie de Michel Henry. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, aujourd'hui vous allez nous éclairer sur la perception. C'est un des thèmes, il faut le dire d'emblée, massifs de la tradition phénoménologique, puisque c'est un des thèmes qui justement rassemble et divise les phénoménologues durant toute l'histoire de la phénoménologie. D'accord ? Donc, ce qu'on peut dire avant d'en venir vraiment au phénomène de la perception en lui-même, c'est qu'il va falloir saisir, on pourrait dire, toute l'importance de ce thème en l'inscrivant dans le cadre conceptuel en fait, de la phénoménologie en général. Dans le premier numéro sur le phénomène, on a commencé à élucider ce cadre en définissant le concept de phénomène. En gros, ça correspondait à l'essence ou à la structure de notre expérience. Et en définissant aussi la méthode qui permettait d'y accéder. Donc on a parlé à ce sujet donc de l'époquée, de la réduction. Il convient donc maintenant, aujourd'hui, de poursuivre cette élucidation en repérant les structures fondamentales, principielles, on pourrait dire, de tout phénomène. D'ailleurs, ce sont des structures que vont revendiquer comme des affirmations premières ou des présuppositions tous les philosophes qui se disent phénoménologues. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer ces principes, ces structures fondamentales, édictées dès l'origine par le fondateur de la phénoménologie, qui était Edmund Husserl ? Oui, alors en effet, donc je pense qu'il faut partir de l'idée que faire une phénoménologie de la perception, c'est déjà en effet considérer la perception comme un phénomène en général, au sein de la conception phénoménologique du phénomène, et donc comme un phénomène particulier. Alors, ce que je me propose de faire pour commencer, c'est revenir sur le phénomène en général, et puis marquer peut-être la spécificité de ce que c'est que le phénomène perceptif. Alors c'est en effet des choses que vous avez déjà vues, donc je vais être à la fois rapide et synthétique. Ce que je voudrais, c'est simplement ressaisir la conception phénoménologique du phénomène, qui en fait est très originale, à travers un slogan, un principe et deux concepts. Le slogan, ce sera « Retour aux choses mêmes », le principe, ce sera le principe des principes de la phénoménologie, et puis je voudrais insister, revenir, même si c'est un peu rapide, sur le concept de corrélation et d'intentionnalité. Alors, l'idée de retour aux choses mêmes, qui n'est pas une idée, qui est une expression qu'on trouve chez Husserl dans l'introduction des recherches logiques, c'est une idée qui, à mon avis, une expression qui appelle deux questions. D'une part, retour aux choses mêmes, pourquoi revenir aux choses mêmes, et d'autre part, comment y retourner. Alors, je pense que justement, dans ces deux questions se loge la rupture que la phénoménologie va introduire dans une conception traditionnelle du phénomène. Quand je dis traditionnelle, c'est à mon avis à la fois antique et moderne, malgré la différence qu'il peut y avoir entre une conception antique et une conception moderne du phénomène. Revenir aux choses mêmes signifie qu'on en est séparé, d'une manière ou d'une autre. Et séparé par quoi ? Je crois que l'une des grandes thèses de la phénoménologie, c'est justement qu'on en est séparé par une mauvaise conception du phénomène. Alors qu'est-ce que ce serait cette mauvaise conception du phénomène ? Quand on se demande généralement ce que c'est qu'un phénomène, spontanément, on aurait tendance à dire, en fonction de l'étymologie et puis de toute une tradition, que le phénomène c'est ce qui apparaît. En fait, je pense que l'idée de la phénoménologie, c'est que si on part de l'idée que le phénomène c'est ce qui apparaît, alors le phénomène est un facteur de séparation à l'égard justement des choses, et non pas ce qui nous permet de nous y rapporter. Pourquoi ? Parce que si on dit le phénomène c'est ce qui apparaît, forcément on dit oui, mais par opposition à quoi ? Ce qui apparaît par opposition d'une part à ce qui apparaît pas, et d'autre part à ce qui est. Et l'opposition de ce qui apparaît à ce qui est, et de ce qui apparaît à ce qui n'apparaît pas, c'est justement ce qui va fonder l'idée que le phénomène est de l'ordre de l'apparence, d'une apparence, qui serait séparée de quelque chose de l'ordre de l'essence, qui elle n'apparaîtrait pas. Et l'opposition entre l'apparence et l'essence, c'est en effet une opposition qu'on peut trouver dans une conception, disons, antique du phénomène, par exemple chez Platon, et qui assigne du coup à la philosophie une tâche qui ne sera pas la tâche phénoménologique, qui est de nous arracher justement au domaine de l'apparaître pour nous permettre de penser l'essence. Du point de vue de la philosophie moderne, qu'est-ce qui se passe ? On pourrait dire que la révolution moderne consiste simplement à ajouter à cette clause l'idée que le phénomène est ce qui apparaît, une petite réflexivité qui consiste à dire que le phénomène c'est pas ce qui apparaît, c'est ce qui m'apparaît à moi. Néanmoins, si
dans le cadre de la philosophie moderne, on conserve quelque chose de l'assimilation justement du phénomène à l'apparence. Ce qui m'apparaît par opposition à ce qui est. Et ce qui m'apparaît, qu'est-ce que ça va devenir? Que va devenir l'apparence? L'apparence va devenir quelque chose de l'ordre de la représentation, tout simplement. Donc ce qui apparaît, c'est la représentation de la chose, la représentation mentale, et de nouveau tout le problème est de savoir comment, à partir de mes représentations, je peux penser ce qui est. Au sein de mes représentations, quelle représentation est de l'ordre de l'apparence, quelle représentation me permet de penser ce qui est. Donc on retrouve en réalité le même schéma, et on retrouve aussi la même idée de la philosophie comme le fait de sortir en fait du domaine de l'apparaître pour penser ce qui est ou pour penser l'essence. Alors je crois que la révolution phénoménologique tient à la volonté de ne plus définir le phénomène comme ce qui apparaît. Le phénomène en phénoménologie, c'est pas ce qui apparaît, c'est l'apparaître. Donc c'est pas l'apparence qui renverrait à une essence, c'est l'apparaître qui renvoie à l'être. C'est l'apparaître de ce qui est. L'apparaître de ce qui est. Alors ce point, c'est un point qu'on trouve en toutes lettres déjà chez Husserl, dans la 5e des recherches logiques, où il écrit la chose suivante. On ne saurait assez fortement insister sur l'équivoque qui nous permet de donner le nom de phénomène, Erscheinung, non seulement au vécu en quoi réside l'apparaître de l'objet, par exemple, et pour nous ce sera plus qu'un exemple, au vécu concret de la perception dans lequel l'objet est présumé être présent lui-même, mais aussi à l'objet apparaissant comme tel. Vous voyez, l'équivoque du phénomène, c'est que phénomène, ça peut désigner ce qui apparaît et l'apparaître. Et la phénoménologie va consister à nous dire que le phénomène, c'est l'apparaître de ce qui apparaît. Si c'est l'apparaître de ce qui apparaît, ça ne peut plus être une apparence. Parce qu'on n'a plus de structure d'opposition entre l'apparence et l'essence. Non, c'est l'apparaître de ce qui est. C'est l'apparaître de l'essence, si on préfère. Alors c'est la raison pour laquelle, quand on définit la phénoménologie comme science des phénomènes, c'est en fait très équivoque. C'est la science des phénomènes si on veut, mais les phénomènes ne sont pas l'objet de la phénoménologie. L'objet de la phénoménologie, c'est tout ce qui est. Et le phénomène, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode de la phénoménologie. Alors c'est un point qu'on trouve au paragraphe 7c des Traitants, et Heidegger est extrêmement clair là-dessus, où il dit, oui, phénoménologie, ça s'entend au départ comme biologie, sociologie, etc., c'est-à-dire science des phénomènes. En fait, c'est pas du tout la science des phénomènes, c'est la science de la totalité de la réalité à travers les phénomènes. Donc les phénomènes ne sont pas l'objet de la phénoménologie, mais la méthode de la phénoménologie. Donc voilà en quoi est-ce que Retour aux choses mêmes mobilise le concept de phénomène et en quelque sorte se loge à l'intersection des deux sens, au cœur de l'équivoque. Retour aux choses mêmes, ça signifie qu'on en est séparé, et on en est séparé par quoi? Par l'idée que le phénomène est une apparence. Comment on retourne aux choses mêmes? Depuis le phénomène, par le phénomène, une fois dit que le phénomène, c'est justement pas l'apparence, c'est l'apparaître de la chose. Je vais aux choses à travers leur phénomène. Donc voilà le premier point sur lequel je voulais insister. Alors du coup, l'idée d'un principe des principes, quel va être le principe des principes de la phénoménologie? Ça va être tout simplement que toute chose qui m'apparaît à travers son phénomène m'apparaît telle qu'elle est. Et donc, en effet, selon la formulation qu'on trouve au paragraphe 24 des idées 1 de Husserl, finissons-en avec les théories absurdes. Avec le principe des principes, nulle théorie imaginable ne peut nous induire en erreur, à savoir que toute intuition donatrice originaire, et à ce niveau-là, on peut très bien considérer l'intuition donatrice originaire comme une manière de dire le phénomène, comme une manière de dire le vécu tel que le conçoit la phénoménologie, est une source de droit pour la connaissance. Une source de droit pour la connaissance. Quand j'ai un rapport à la chose à travers son phénomène, la chose ne peut pas m'être donnée mieux, ni autrement que la manière dont elle m'est donnée. Voilà pour donc le principe des principes. Alors, se posent dès lors deux questions, qui va me permettre d'introduire très rapidement les deux concepts sur lesquels je voulais insister. La première question, c'est une question très, très simple qui consiste à se demander comment il est possible que l'apparaître d'une chose me la livre, me la manifeste telle qu'elle est en elle-même. Parce qu'on aurait une idée spontanée qui consisterait à dire qu'il y a justement une différence entre ce qu'est la chose et ce qu'est la chose en tant qu'elle m'apparaît. La condition, c'est qu'il n'y ait pas d'extériorité entre l'apparaître de la chose et ce qu'elle est. En d'autres termes, la condition est que le rapport entre l'apparaître de la chose et ce qu'est la chose en elle-même soit un rapport intrinsèque et a priori. C'est le sens de ce qu'on appellera en phénoménologie la corrélation. Alors la corrélation, elle a Husserl à différents moments de son œuvre l'a exprimée de différentes manières, mais ce sera la corrélation entre l'objet et le phénomène, ou entre l'apparaître et l'apparaissant, ou entre l'objet d'expérience et les modes de données, mais ce sera toujours cette idée-là que entre mon vécu de la chose et la chose telle qu'elle est, il y a une relation a priori. Il parle d'a priori universel de la a priori relation. Universel. Alors, alors justement, c'est très bien de le souligner, parce que à la fois c'est un a priori universel au sens où cet a priori sera valable pour tout type d'objet,
C'est-à-dire, tout objet sera en lui-même tel qu'il va apparaître, et en même temps, cet universel est un universel concret au sens où il est particularisé, c'est-à-dire qu'il y aura différents types de corrélations en fonction des différents types d'objets ou des différents types de vécus. On aura en effet une corrélation a priori entre le vécu perceptif, c'est-à-dire le phénomène perceptif et l'objet perçu, qui ne sera pas la même corrélation qu'entre le vécu imaginatif et par exemple une image, ne sera pas la même corrélation entre un vécu de souvenir et un souvenir. Ça n'aura pas les mêmes propriétés, hein, d'accord ? Donc il y a une corrélation qui est universelle, elle est valable pour tout type d'objet, en même temps elle est diversifiée, c'est-à-dire qu'elle se distinguera en fonction justement du type d'objet qu'on va envisager. Mais donc là on touche bien ce qu'on disait au départ, une structure universelle, donc une structure fondamentale de tout phénomène, de toute phénoménalité. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une structure universelle de tout. Alors on pourrait dire de tout phénomène, en fait je crois que c'est par métonymie, c'est-à-dire que c'est une structure universelle de tout type de rapport entre un vécu et un objet, entre un phénomène et un étant. Mais par métonymie, en effet, on peut parler d'une structure universelle de l'objet ou du vécu, mais il faut toujours se dire que c'est pris dans une certaine forme de corrélation. Alors du coup, la dernière question qui se pose, et c'est une question qui a été en fait très débattue, on va voir que c'est au cœur en fait du problème de la perception. C'est de savoir si une philosophie de la corrélation universelle n'est pas quelque chose comme un idéalisme. C'est-à-dire, est-ce que dire, au fond, l'objet est ce qu'il est en tant qu'il est pris comme corrélat de mon vécu, c'est pas tout simplement réduire l'objet à mon vécu, ou à un mode de mon vécu? Est-ce que c'est pas nier la réalité de l'objet? Alors, je pense que c'est un contresens massif, en réalité, sur ce qu'est la phénoménologie, et en fait, déjà, sur le sens du concept de phénomène. Hein. C'est-à-dire que si on dit, le phénomène, c'est le phénomène de l'objet tel qu'il est en lui-même, forcément, on pose que la corrélation n'est pas une identité. Il ne s'agit pas de dire l'être est un phénomène, l'objet est un phénomène, ou le phénomène est un objet, etc. Il s'agit de dire qu'il y a une corrélation a priori entre les deux, mais les deux se distinguent. Il y a quand même un point qui permet de le préciser davantage, c'est la manière dont le concept d'intentionnalité, au fond, traduit celui de corrélation. Bon, on pourrait dire que c'est une manière de psychologiser l'idée de corrélation, enfin, il y a mille manières de présenter les choses, mais je crois que l'idée d'intentionnalité, en fait, dit exactement ce qu'on vient de dire sur le rapport entre le phénomène et l'objet. L'intentionnalité, c'est la formule probablement la plus célèbre de la phénoménologie, c'est toute conscience et conscience de quelque chose. Bon, quand on découvre ça, on se dit c'est pas très émouvant de nouveauté. En fait, si, c'est émouvant de nouveauté, pourquoi? Parce que ce que ça signifie d'abord, c'est que justement il n'y a pas d'extériorité ontologique entre la conscience et ce à quoi elle se rapporte. Donc c'est une première manière de dire, la conscience n'est pas une substance qui aurait besoin, pour se rapporter à un objet, soit de sortir d'elle-même, soit de l'intérioriser, sur une métaphore de la philosophie alimentaire dont parle notamment Sartre, etc. Mais la conscience, elle est immédiatement le rapport à l'objet. La conscience, c'est le lieu des phénomènes, hein, c'est-à-dire de l'apparaître de l'objet. Donc c'est une première manière déjà de montrer que l'intentionnalité dit la même chose que la corrélation. Il y a un point qui est encore, à mon avis, plus important pour bien comprendre en quoi cette corrélation n'est pas idéaliste. C'est que il ne s'agit pas simplement de dire que la conscience est conscience d'un objet, il s'agit de dire que la conscience est conscience d'un objet en tant que cet objet, par principe, excède la conscience qu'on en a. Et alors ça, c'est un point que Husserl souligne très clairement dans les méditations cartésiennes, au paragraphe 20. Je voudrais lire ce passage parce que je crois qu'il faut toujours le rappeler. L'analyse intentionnelle, donc l'analyse de l'intentionnalité, est guidée par le savoir fondamental que tout cogito, toute pensée, tout vécu, donc tout phénomène, est en tant que conscience, et au sens le plus large, visée de son objet. D'accord, toute conscience est conscience de quelque chose. Mais que cet objet visé de manière présomptive, et on va y revenir tout à l'heure, est à chaque instant plus. Il est visé de manière présomptive avec un plus que ce qui est explicitement visé à chaque instant. Dans notre exemple, et de nouveau il prend l'exemple de la perception, chaque phase de la perception était seulement un côté de l'objet visé de manière présomptive en fonction de la perception. Ce dépassement qui caractérise la visée de toute conscience doit être considéré comme un moment essentiel de celui-ci. Alors on va revenir bien sûr sur la perception, mais je voulais souligner ce point, c'est que toute conscience est conscience de quelque chose de différent de la conscience et d'en excès sur la conscience qu'on en a. Voilà pour les points que je voulais donc rappeler à cet égard. Et c'est vrai que c'est déjà très expressif qu'il emploie justement l'exemple de la perception dans des textes aussi topiques. Oui, voilà. Tout à fait. Donc ça nous met directement sur les rails, c'est vrai, de la perception. Donc justement, au sein donc, de ces premiers principes, on va pouvoir maintenant vraiment poser de but en blanc la question, pourquoi la perception s'impose-t-elle à Husserl comme un champ phénoménal inaugural, on pourrait dire,
Pourquoi la perception devient, on pourrait dire aussi, l'intentionnalité privilégiée, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui en fait tout privilège, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'en effet, la perception, et c'est vrai, c'est pas du tout un hasard si les exemples que prend Husserl dans ces textes, que j'ai pas choisi pour ça, sont des exemples de la perception, c'est que, en fait, la perception a une dimension paradoxale, du point de vue des principes qu'on a essayé de formuler. D'une part, en effet, quand on se dit on retourne aux choses elles-mêmes, au rapport immédiat aux choses, etc., enfin immédiat à travers leurs phénomènes, on tombe tout de suite sur la perception, parce qu'après tout, quel type de vécu ou quel type d'acte psychique nous met en rapport avec les choses, si ce n'est la perception. Et en effet, on trouve chez Husserl cette idée que la perception va être le modèle en quelque sorte de la donation même de la chose, en chair et en os, c'est-à-dire quand je perçois une chose, elle est là. Et modèle, ça va vouloir dire à la fois ce qui va servir d'étalon en quelque sorte à la mesure des choses, et c'est la raison pour laquelle Husserl pensera l'imagination et le souvenir, qui sont aussi des actes intuitifs, qui me donnent quelque chose, à partir de la perception, comme des modifications de la perception, et à la fois donc la perception comme sol, c'est-à-dire comme point d'arrêt de l'archéologie de la vie de la conscience. Bon. Donc à la fois la perception et ce qui me met en rapport direct avec les choses. Et ça c'est un point qu'on trouve à peu près dans tous les textes de Husserl au moment où il aborde le problème de la perception, notamment pour citer ici l'un des textes où il aborde fondamentalement la perception, c'est le cours Choses et Espace. Et par exemple, au paragraphe 4 de Choses et Espace, voilà ce que dit Husserl: le caractère essentiel de la perception, donc sous-entendu par opposition par exemple à l'imagination ou au souvenir, est d'être conscience de la présence en chair et en os de l'objet. J'ai pas affaire à une image, j'ai pas affaire à un fantôme, j'ai affaire à la chose elle-même telle qu'elle est. C'est-à-dire d'en être phénomène. La perception est conscience de la présence en chair et en os, ça veut dire qu'elle est phénomène de la présence de la chose. Bon, ça c'est une chose maintenant qu'on a compris. Percevoir une maison, cela veut dire en avoir la conscience, le phénomène, d'une maison qui se tient là en chair et en os. Bon, donc en effet, modèle, et on se dirait, très bien, donc c'est parfait, au fond dès qu'on a perception, on a présence en chair et en os. Et en même temps, ce qui est tout à fait étrange avec la perception, et c'est déjà ce que disait Husserl en prenant cet exemple-là, c'est que la perception est quelque chose comme une prétention. C'est une prétention. Oui, alors, ça dit présomptif. Oui, voilà, ouais. Présomption, prétention, etc. Merleau-Ponty dira foi. Bon. Pourquoi? Et vous voyez, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on se dit, alors on le fait très bien, ça nous livre la chose elle-même, mais en même temps c'est une prétention. C'est-à-dire que c'est pas certain. Enfin, elle ne nous livre pas vraiment tout à fait la chose. Elle prétend. La chose se dérobe aussi. La chose se dérobe. Alors, pourquoi est-ce que la chose se dérobe? Pour une raison très simple que tout le monde comprendra en se mettant en face d'un objet perçu, qui est que quand je vois, par exemple, cette boîte, à la fois, oui, elle est là, c'est pas une image de boîte, c'est pas un fantôme de boîte, etc. Et pourtant, je n'en vois que certains aspects. Voilà. Et toute la théologie de la perception va se déployer à partir de ce constat totalement trivial. Mais il est trivial et en même temps, il est assez fascinant qu'on attende la phénoménologie pour se rendre compte. Personne ou très peu de gens se disent ah oui tiens c'est bizarre parce que quand j'ai les choses, je vois les choses, maintenant je les vois toujours que sous une face. Non, en effet on voit les choses elles-mêmes et pourtant on les voit que sous une face. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsque ça éclaire le sens de la présomption, je dis que je vois l'objet lui-même alors que je n'en vois que certaines faces, que certains aspects, ou Husserl dira certaines esquisses. Certaines esquisses. Alors du coup il y a deux solutions face à cette situation. Soit je dis, au fond, je me suis trompé, la perception ne me donne pas les choses elles-mêmes, mais me donne simplement que des bouts de choses, etc. Et donc il faudrait une autre forme de pensée pour appréhender les choses elles-mêmes. Donc il y a des cas des apparences même. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, on dit, non, mais et d'ailleurs, si on lit Platon, par exemple la République, l'exemple du lit, ce que dit Platon, c'est, oui, le lit, l'apparence du lit, c'est le lit vu depuis différents points de vue, etc. Et l'essence du lit, c'est ce qu'est le lit en lui-même, comme unité dont les apparences sont les apparences. Donc on pourrait très bien se rabattre sur du platonisme, en disant, non, finalement, on s'est trompé, la perception, ça ne donne pas la chose même est donnée par la pensée, parce que la perception, c'est de l'ordre de l'apparence. Bon. Soit on fait une autre opération, qui va être l'opération phénoménologique, et qui va consister à dire, mais au fond, que la chose me soit donnée uniquement par esquisse, c'est-à-dire de manière inadéquate. C'est justement pas une imperfection d'une perception parfaite possible de la chose qui nous serait inaccessible, c'est la condition même pour avoir un rapport à une chose. Donc, vous voyez, le geste phénoménologique, ça va consister à faire quoi? Ça va consister à transformer ce qui semble être une limitation d'un rapport à la chose sur le fond d'un rapport
supposé idéal, plus parfait, mais qui ne serait pas un rapport perceptif. Donc transformer le rapport à la chose comme limitation en condition du rapport à la chose. Alors c'est un point que souligne Husserl dans un passage qui est canonique à cet égard, qui est le paragraphe 44 du premier tome des idées directrices, idée 1. Donc je voudrais lire et puis commenter rapidement ce texte au fur et à mesure qu'on avance. La perception de la chose, alors c'est un texte que je coupe pour essayer de le rendre synthétique, la perception de la chose implique une certaine inadéquation. Pourquoi une inadéquation ? Parce que par principe, une chose ne peut être donnée que sous une face, ce qui signifie incomplètement, imparfaitement en tous les sens du mot. Le mot désigne une forme d'inadéquation requise par la figuration au moyen d'esquisse. Une chose est nécessairement donnée sous de simples modes d'apparaître. On y trouve donc nécessairement un noyau constitué par ce qui est réellement figuré, c'est-à-dire ce que je vois à proprement parler, c'est-à-dire cette face-là de la chose, et autour de ce noyau, au point de vue de l'appréhension, c'est-à-dire de ce que je vais viser, que je vais attraper en quelque sorte, tout un horizon de co-données dénué du caractère authentique de données. D'autres termes, voilà pourquoi est-ce qu'il y a une présomption, parce que j'anticipe, je vise en même temps que ce que je vois, je vise ce que je ne vois pas de la chose. C'est de cette façon, c'est ça le point important, qu'une imperfection indéfinie tient à l'essence insuppressible de la corrélation entre chose et perception de la chose. Et là, c'est très important. Voilà, alors c'est le point central, et on peut même s'arrêter là. C'est le point central. Parce que dit Husserl ? Husserl dit, en réalité, ce qui semble être une imperfection, oui, c'est une imperfection d'un certain point de vue, et en même temps, ça appartient à l'essence même de quoi ? De la corrélation entre la perception et la chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si les choses m'étaient données autrement que dans cette configuration-là, c'est-à-dire à travers certaines esquisses et comme étant visées au-delà de ces esquisses, ça ne serait plus des choses perçues. Ça serait peut-être même chez Husserl de l'ordre du vécu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Il y aurait différentes manières. Comment imaginer ce que serait une chose qui ne me serait pas donnée comme ça ? Il faudrait dire, ce ne serait pas une chose. Alors, par exemple, Sartre aura une idée qui consistera à dire que, justement, ce serait peut-être quelque chose de l'ordre de l'image. Ce serait une image. C'est-à-dire, l'image, c'est ce qui m'est donné pleinement à travers le vécu que j'en ai. Mais la chose, elle ne m'est pas donnée pleinement. Elle est toujours au-delà de ce que je perçois. Et c'est pas une limitation, c'est la condition pour que elle soit ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est la condition pour qu'elle effectue la corrélation entre perception et chose. Et d'ailleurs c'est tellement essentiel qu'on pourrait dire que l'imperfection, la fausse imperfection entre guillemets, c'est même pas une imperfection du point de vue de Dieu. Alors exactement, voilà, tout à fait. Alors dans la suite de ce texte et puis dans d'autres paragraphes aussi, notamment le paragraphe 150 du même livre, Husserl va jusqu'à cette proposition qui est abyssale, et qui pour moi fait partie de mes grandes émotions philosophiques. Où Husserl va jusqu'à dire que, en réalité, Dieu lui-même, pensé comme l'idéal de la connaissance, percevrait par esquisse. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, si c'est pas l'affirmation de l'existence de Dieu, c'est que si Dieu existe, c'est-à-dire si un idéal de la connaissance existe, alors nécessairement, s'il veut percevoir, il est obligé de percevoir de manière, entre guillemets, imparfaite. Alors en effet, du coup, il y a une espèce de tension, c'est-à-dire pourquoi continuer à parler d'imperfection ? En réalité, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est pas du tout imparfait. Le fait que je ne vois les choses que sous certaines faces en même temps n'est pas du tout une imperfection, mais en fait tout à fait parfait si c'est une chose que je dois... Oui, l'imperfection suppose une comparaison vis-à-vis de quelque chose qui est en fait... Voilà, c'est ça. Donc ce qu'il faudrait dire, c'est que l'inadéquation fait partie de la perfection de la corrélation perceptive. Voilà. Quelque chose de ce type-là. Du coup, maintenant, on voit un peu donc, déjà comment Husserl met en place ce dispositif de la perception, comment elle se structure d'une certaine façon. Mais on va maintenant aller un peu plus encore profondément dans cette question-là, puisque Husserl, et puis à la suite de Husserl surtout avec Merleau-Ponty, on a un phénoménologue qui s'intéresse vraiment de manière massive à la perception, et qui va réclamer aussi une plus grande fidélité, on pourrait dire, à l'expérience perceptive, pour justement continuer ou voir les conséquences des intuitions de Husserl sur la perception. La question que je voudrais te poser, c'est de savoir comment finalement Merleau-Ponty radicalise la phénoménologie de la perception, en quoi on pourrait dire même cette radicalisation va entraîner presque une nouvelle compréhension du sujet et du perçu. D'accord, du sujet percevant et du perçu. Alors,
c'est toujours un peu compliqué de parler de radicalisation d'une position de Husserl, parce que, comme chez tout grand penseur, et Dieu sait que Husserl est un grand penseur, il y a en fait tout chez lui. Et donc, en réalité, je pense que plus que d'une espèce de radicalisation, il s'agit, donc, dans le cas de Merleau-Ponty, de développer peut-être certaines virtualités et d'insister davantage que Husserl sur un certain nombre de points. Alors, que va faire Merleau-Ponty à cet égard ? Je crois que en fait, toute l'idée de Merleau-Ponty, c'est de partir justement de l'idée selon laquelle il y a une essence de la perception, dit par métonymie, c'est-à-dire il y a une essence de la corrélation entre perception et chose, et que il s'agit de comprendre en quoi l'ensemble du coup des composantes de ce qui est impliqué par la perception appartient à cette essence. Alors, je m'explique. Tout à l'heure, on a dit, au fond, reconnaître qu'il y a une essence de la perception, c'est-à-dire reconnaître que dans le vécu perceptif, j'ai accès à la chose elle-même, c'est reconnaître que ce qui semble être une limitation est en réalité une condition. Du coup, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que tout un tas de données vont elles-mêmes être élevées au rang de composantes eidétiques, de composantes essentielles de la corrélation perceptive. Alors, quel type de données ? La première chose qu'on peut dire, c'est que Merleau-Ponty va placer ses accents poser ses accents dans deux directions ou sur deux aspects. Le premier aspect, ça va être le sujet de la perception, en effet, et le second aspect, ça va être le perçu et ce qu'implique du côté du perçu cette idée d'une essence de la perception. Alors du côté du sujet de la perception, c'est assez simple, mais là encore, ça va être assez abyssal. Admettons en effet que quand j'ai un rapport à la chose à travers certaines de ces esquisses, j'ai un rapport à la chose elle-même, et que de ce point de vue, Dieu lui-même devrait percevoir par esquisse. Ce que ça implique, c'est que toute perception doit s'opérer depuis un certain point de vue de l'espace. Car c'est parce que je perçois depuis un certain point de vue de l'espace que j'ai un rapport par esquisse à la chose. Or, alors ça c'est un point qu'on trouve par exemple textuellement chez Merleau-Ponty dans une formule qui me semble très, très bonne, c'est dans la structure du comportement, il écrit « S'il y a pour moi des choses, c'est-à-dire des êtres perspectifs », alors chose égale être perspectif, c'est-à-dire une chose qu'on ne peut voir justement qu'à travers certaines perspectives. Dans leur aspect perspectif lui-même est incluse la référence à un point d'où je les vois. Donc c'est une très belle formulation, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire de fait je vois d'un certain point de vue donc je ne vois les choses que par esquisse, il s'agit de dire puisqu'il est de l'essence même des choses de se manifester par esquisse, alors dans leur être même est compris une référence à un point de vue à partir duquel je les vois. Bon. Mais qu'est-ce que c'est un point de vue dans l'espace ? Un point de vue dans l'espace, c'est un corps. Voilà, c'est un corps. Donc, ce que ça signifie, c'est que nécessairement le sujet de la perception est un corps. Et ça va être l'une des grandes thèses de Merleau-Ponty, il va consister à dire qu'en effet, le sujet de la perception est un corps. Pourquoi ? Parce que le corps, qu'est-ce que c'est ? C'est mon point de vue. Le corps, c'est le fait même que j'ai un point de vue. Donc le sujet perceptif, il est essentiellement sujet incarné. Il est essentiellement sujet incarné. Alors, c'est important de parler ici d'incarnation, parce que Merleau-Ponty ne dit jamais, tout simplement, le sujet de la perception, c'est le corps. Ce que dit Merleau-Ponty, c'est le sujet de la perception perçoit à travers un corps. Donc il ne s'agit pas d'identifier le sujet de la perception à un corps, le sujet de la perception ce sera davantage l'existence, par exemple pour Merleau-Ponty, mais de toute façon exister ce sera être au monde à travers un corps. Et qu'est-ce que ça veut dire à travers un corps ? Ça veut dire à travers un point de vue, parce que mon corps ça n'est rien d'autre que l'incarnation, enfin l'effectuation du fait même qu'il faut un point de vue pour percevoir ou pour avoir un rapport au monde. Alors je trouve que c'est... Alors en quel sens est-ce qu'on peut parler de radicalisation ? Chez Husserl, il y a aussi toute une philosophie du corps. À mon avis, là Merleau-Ponty va insister, va prolonger Husserl sur deux points. D'abord, de manière assez étrange, mais là aussi, à mon avis, très, très belle philosophiquement, il y a presque quelque chose comme une déduction de l'existence du corps, à partir même de l'essence de la chose. C'est-à-dire, s'il y a des choses, alors il faut qu'il y ait des corps pour les percevoir. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas pour Merleau-Ponty de constater bêtement, de dire, tiens, j'ai un corps, donc je vais décrire la perception à partir de mon corps, puisque je vois avec mes yeux, etc. C'est pas ça. C'est, à partir de l'essence même de la corrélation, il faut bien qu'il y ait un corps. C'est un point qui me paraît très intéressant, et ce qui permet de montrer que la phénoménologie, elle est effectivement descriptive, mais en même temps, elle a une dimension spéculative, parce que là, il y a quelque chose, encore une fois, comme lors de la déduction de la corporité à partir de l'essence de la perception. Bon, donc c'est un point qui me semble important. Le deuxième point, ce que va déduire en quelque sorte Merleau-Ponty de l'essence de la chose, c'est pas simplement l'existence du corps, c'est le mode d'être même du corps. Pourquoi ? Parce qu'on comprend très bien que
Si le corps, c'est le point de vue sur la chose qui est prescrit par l'essence même de la corrélation entre perception et chose, alors le corps, par définition, ne peut pas être un objet. Pourquoi il ne peut pas être un objet ? Parce que ce qu'on appellera objet, c'est ce qui est vu depuis une perspective, et le corps n'est pas ce qui est vu depuis une perspective, il est le point de perspective à partir duquel il y a du visible. Et qu'est-ce que ça va signifier ? Ça va tout simplement signifier que, d'un certain point de vue, si j'ose dire, le corps est invisible. Le corps est invisible, mais le corps est invisible, c'est pas un constat, c'est une propriété d'essence en quelque sorte. On est en train simplement de dérouler l'essence de la perception. Par définition, si une chose perçue est perçue par un corps, alors le corps par définition est invisible. Ou a une part d'invisible, car il y a une certaine visibilité de mon corps, mais ce qui dans mon corps voit, ce qui est le point de vue sur la chose, n'est pas visible. Et de la même manière, Merleau-Ponty dira, de la même manière qu'il n'est pas visible, il est immobile. Aussi étrange que cela puisse paraître, ça c'est des choses qu'avait déjà dites Husserl, c'est le point zéro du mouvement. Pourquoi ? Parce que si c'est mon point de vue sur le monde, c'est un point de vue qui ne me quitte jamais, ou qui ne se quitte jamais. Je peux évidemment me déplacer dans l'espace, mais en tant que point de vue, je ne me déplace pas par rapport à moi-même. Donc mon corps est ce qui voit tout en étant invisible, il est ce qui se meut tout en étant immobile. À la rigueur, c'est le monde environnant qui se déplace. Oui, voilà. Il y a presque une inversion. En tout cas, il y a, comme dira Merleau-Ponty, une sorte de chiasme entre le mouvement objectif de mon corps et le fait que par rapport à lui-même, il ne bouge jamais. Donc ça, c'est du côté du sujet de la perception. Encore une fois, on trouve des choses chez Husserl sur ces points-là, mais c'est vrai que Merleau-Ponty, en quelque sorte, systématise ça et le met en cohérence avec l'attention extrême qu'il a à l'essence de la perception telle qu'on a essayé de la décrire. Puis il y a un deuxième aspect, cette fois plus du côté du perçu, qui va être la chose suivante. Au fond, tout se passe comme si Merleau-Ponty posait une question très simple et là encore lui donnait une portée qu'on ne lui avait pas reconnue. La perception, en effet, c'est une prétention au sens où on l'a dit, c'est-à-dire c'est aller à la chose même à travers ses esquisses. Ça veut donc dire, comme le disait déjà Husserl, que quand je vois une chose, par exemple la face visible d'un objet, je vise en même temps, ou j'anticipe, ou je prétends à la vision ou le rapport à son invisible. Qu'est-ce qui garantit ça ? Qu'est-ce qui fonde cette prétention à anticiper les aspects non visibles de la chose ? Alors on pourrait tout simplement dire, c'est une propriété de l'intentionnalité, point. L'intentionnalité, c'est conscience de quelque chose comme étant au-delà de ce que j'en perçois. Donc, oui, de fait, dans la perception, je prétends, j'ai un rapport à ce qui est au-delà de ce que j'en perçois. Mais on peut néanmoins poser la question du fondement ici de l'intentionnalité. Quel est le fondement de l'intentionnalité ? Qu'est-ce qui fait que je peux envisager les aspects non visibles d'une chose quand je vois simplement ces aspects visibles ? Alors évidemment, la manière la plus simple de répondre, mais ce serait du coup pas une bonne réponse, consisterait à dire, mais c'est facile, je peux anticiper les aspects non visibles de la chose parce qu'il me suffit de tourner autour de la chose pour les voir. Donc c'est un bon. Alors évidemment, c'est circulaire. Pourquoi ? Parce que au moment où je les verrai de l'autre côté, je verrai plus ce que je voyais à l'instant. Et même indépendamment de cette question-là, en réalité, ce qui compte, c'est que quand je vois des aspects de la chose, je vois des aspects de la chose. Si je ne voyais pas tout de suite et du premier coup des aspects de la chose, j'aurais beau tourner autour, je ne pourrais pas me dire que ce sont les aspects de la même chose. Bon, donc l'idée est qu'il faut que les deux me soient donnés en même temps. Alors que va dire Merleau-Ponty ? Ce que va dire Merleau-Ponty, c'est qu'en fait, ce qui me permet de viser l'invisible à travers le visible de la chose, c'est que je vois la chose comme étant visible d'ailleurs. Je vois la chose comme étant visible d'ailleurs, dans le mouvement même par lequel je la vois. Qu'est-ce que ça veut dire une chose visible d'ailleurs ? Ou plutôt, qu'est-ce que ça implique ? On est toujours en train de déployer ou de déplier cette essence de la perception. Ça suppose d'abord qu'il y a un ailleurs. Et qu'il y a un ailleurs qui constitue autant de points de vue possibles sur la chose, possible, quoi qu'il soit différent des miens. Ça suppose donc qu'une chose toute seule, ça n'existe pas. Voilà. Ça suppose donc que quand on perçoit une chose, on perçoit certes une chose, mais on perçoit une chose dans un contexte. De quoi va être composé ce contexte ? D'abord, il va être composé d'autres objets. Et qu'est-ce que c'est qu'un objet pour moi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un objet qui est au second plan de ma perception quand je perçois une chose au premier plan ? Justement, c'est l'occupation d'un certain point de vue sur la chose qui n'est pas le mien, mais qui me garantit, en quelque sorte, de la visibilité de ce qui pour moi actuellement est invisible. Donc qu'est-ce que c'est qu'un objet ? Un objet, c'est un autre point de vue que le mien qui me garantit. Il y a un très beau texte d'ailleurs. Alors voilà, il y a un très beau texte de Merleau-Ponty sur ce point qu'on peut lire qui est
dans la phénoménologie de la perception, c'est page 82, Oui. voilà ce qu'il écrit. Voir, c'est entrer dans un univers d'êtres qui se montrent. Et ils ne se montreraient pas s'ils ne pouvaient être cachés les uns derrière les autres ou derrière moi. En d'autres termes, regarder un objet, c'est venir l'habiter, et de là, saisir toute chose selon la face qu'elle tourne vers lui. Donc en fait, par exemple, là derrière cette boîte, il y a un fauteuil, je saisis le fauteuil comme une certaine manière de voir la boîte, mais qui n'est pas ma manière à moi de la voir. Mais dans la mesure où je les vois, elles aussi, elles restent des demeures ouvertes à mon regard, et situées virtuellement en elles, j'aperçois sous différents angles l'objet central de ma vision actuelle. Voir l'objet derrière l'objet que je suis actuellement en train de voir, c'est d'une certaine manière voir de l'objet ce que je ne vois pas. Ainsi, chaque objet est le miroir de tous les autres. Une très belle formule. C'est-à-dire, le fauteuil qui est là, au fond, c'est le miroir de cet objet. Et dans le fauteuil, je vois ce que je ne vois pas de cet objet. Très beau texte. Quand je regarde la lampe posée sur ma table, je lui attribue non seulement les qualités visibles de ma place, mais encore celles que la cheminée, que les murs, que la table peuvent voir, évidemment entre guillemets. On va parler de ces guillemets dans un instant. Le dos de ma lampe n'est rien d'autre que la face qu'elle montre à la cheminée. Voilà, le dos de la boîte n'est rien d'autre que la face qu'elle montre au fauteuil qui est derrière. Je peux donc voir un objet en tant que les objets forment un système. Et qu'est-ce que ça va être que ce système ? Ou un monde. Voilà, ça va être un monde. Et que chacun d'eux dispose des autres autour de lui comme spectateur de ces aspects cachés et garantie de leur permanence. Voilà, garantie. Le monde comme garantie de la permanence de l'objet et comme ce qui me permet de viser cette permanence à travers les aspects fluents qui sont ceux auxquels moi j'ai accès de mon point de vue. Toute vision d'un objet par moi se réitère instantanément entre tous les objets du monde qui sont saisis comme coexistants parce que chacun d'eux et tout ce que les autres, entre guillemets toujours, voient de lui. Alors qu'est-ce que ça amène ? Tu veux réagir à ce texte ? Non, je pense que tu as très bien... Non, c'est alors, parce que... Qu'est-ce que ça amène au dispositif ? Bon, d'abord, ce que ça amène, c'est effectivement l'introduction de la question du monde. Alors, la question du monde, penser comment ou à partir de quoi ? Non pas penser sur un mode cosmologique classique, comme l'ensemble des étangs, etc., oui. Mais le monde, penser comme l'horizon de la perception. Comme l'horizon de la perception qui, dans une certaine mesure, garantit la permanence ou l'objectivité des objets et donc fonde la prétention de la perception à justement dépasser cette visibilité. Donc le monde comme garantie. Alors c'est un point qu'on trouvait déjà en quelque sorte chez Husserl, notamment dans un texte un peu plus tardif que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, qui s'appelle Expérience et jugement, où Husserl a très belle formule pour désigner ça, où il parle de l'horizon intérieur et de l'horizon extérieur d'un objet. Qu'est-ce que c'est l'horizon intérieur d'un objet ? C'est justement l'horizon que forme l'objet par rapport à ces différentes apparitions, aux différentes esquisses qu'il me présente. Et qu'est-ce que c'est que l'horizon extérieur ? C'est justement ce qu'il y a au-delà, en quelque sorte, de l'objet. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet perçu ? C'est ce qui est à l'intersection, en quelque sorte, de ces deux horizons. Bon, simplement chez Husserl, mais encore une fois, il y a tout chez Husserl, donc il faut voir dans quel texte, etc. Mais en tout cas, c'est de manière moins décidée que chez Merleau-Ponty. Il n'y a pas cette idée qu'au fond, le monde, comme horizon, est la condition de la perception de la chose. Il y a l'idée qu'il y a les deux, mais il n'y a pas l'idée que le monde, en quelque sorte, est plus fondamental que la chose, parce qu'il est ce qui conditionne, ce qui rend possible la perception de la chose. Alors ça change quand même beaucoup d'aspects de la phénoménologie. Pourquoi ? Si on revient à notre concept de phénomène de départ, on disait la phénoménologie, c'est retour aux choses mêmes par le phénomène, etc. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le phénomène, il n'est pas seulement phénomène d'objet, il est aussi, et finalement d'abord, phénomène de monde. Phénomène comme phénomène de monde qui rend possible le phénomène d'objet. Voilà, et ce phénomène de monde, il est même, comme on l'a saisi, on l'a déduit d'une certaine manière du phénomène de l'objet, il est presque en retrait au départ, il n'est pas directement donné, voilà, on le voit bien. Il n'est pas directement donné, et il rend possible en quelque sorte la donation de ce qui est donné. Alors il y a peut-être, mais là encore j'insiste sur le fait que tout ça, ça n'est rien d'autre qu'une manière de déplier, simplement l'essence de la perception. Pour que la chose soit effectivement la chose même quand je l'aperçois, alors il faut qu'elle se détache sur le fond d'un monde. Alors il y a peut-être un point qu'on peut pour compléter en quelque sorte le tableau de ce dépli de la structure édétique essentielle de la perception, peut-être un point qu'on peut évoquer, c'est cette question des guillemets. Alors en effet, parce que, que signifie de dire que le fauteuil voit la face? On a l'impression que Merleau-Ponty traite les objets comme des quasi-autres. Comme des quasi-autres. Il traite les objets comme des quasi-autres, c'est-à-dire en fait comme des personnes. Alors on pourrait très bien dire
Alors, je pense qu'il a des raisons de faire ça, mais on pourrait très bien lui objecter, mais c'est pas raisonnable. C'est-à-dire, en effet, je comprends très bien que, en quelque sorte, la face non visible de la chose renvoie à un regard, soit actuel, soit possible, sur elle, mais il faut que ce regard en soit véritablement un, donc il faut que ce soit le regard d'autrui. Et on pourrait très bien considérer en ce sens-là que déplier à fond la structure de la perception nous oblige non seulement à penser que le phénomène est phénomène de monde, mais aussi que le phénomène est phénomène d'autrui. Pourquoi ? Parce que autrui sera conçu comme ce qui garantit l'objectivité de l'objet, et donc ce qui fonde ma prétention perceptive à aller à la chose elle-même à travers ses esquisses. Alors c'est un point intéressant parce que là, pour le coup, je crois que Merleau-Ponty n'a pas tout à fait la même approche que Husserl. Cette idée selon laquelle, alors vous voyez, l'idée c'est que autrui est en fait un phénomène beaucoup plus fondamental qu'on pourrait le penser au premier abord. On aura envie de dire la phénoménologie d'autrui, c'est simple, il y a la phénoménologie de la perception des choses, la phénoménologie de l'imagination, la phénoménologie du souvenir, et puis la phénoménologie d'autrui comme un cas un peu particulier. Ce serait, comme on dit en phénoménologie, un problème régional. Bon. Mais Husserl a toujours été très attentif au fait que, à la fois autrui paraît être un problème régional, et en même temps c'est un problème universel, car si c'est la présence d'autrui qui garantit l'objectivité de ce que je vis, alors autrui intervient en fait pour l'ensemble des types d'objets qui peuvent se présenter à moi. Et alors c'est sa grande thèse au tout début des méditations cartésiennes, la 5e des méditations cartésiennes qui est consacrée à cette question d'autrui, où en effet autrui est présenté par Husserl comme étant la garantie en quelque sorte universelle du fait que le monde tel qu'il m'apparaît est justement un monde commun, et donc est justement le monde, et pas mon monde. Il y a une formule de Ricoeur qui est assez intéressante en ce sens-là, dans le texte qu'il consacre à la 5e méditation cartésienne dans son ouvrage À l'école de la phénoménologie. Il dit au fond, autrui joue chez Husserl le même rôle que Dieu chez Descartes. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une garantie, j'ai besoin de la garantie du fait que mes vécus se rapportent à quelque chose qui est véritablement commun, et pas mon. Et du coup, est-ce que autrui chez Husserl a, tu dirais, un rôle plutôt de corroborateur ou de confirmateur définitif ? Quelle différence tu ferais ici entre corroborateur qui, on pourrait dire, qui vient lester, on pourrait dire, l'existence de ce monde objectif, mais qui jamais, comme on reste toujours dans une présomption, finalement toujours repoussé dans la perception. Ce serait compliqué parce que là encore, mais c'est intéressant d'évoquer ce point parce que c'est toujours le même problème ou le même principe en phénoménologie. C'est-à-dire, contrairement à la manière dont parfois on entend le présenter, le problème phénoménologique d'autrui, c'est absolument pas de savoir si autrui existe ou autrui n'existe pas. Ça, c'est un problème, disons, sceptique, qui a un intérêt philosophique, mais qui n'est pas le problème de Husserl. Le problème de Husserl, c'est plutôt partir de cette tension ou de cette contradiction, qui est que, à la fois, quand je te parle, tu vois, on est en face l'un de l'autre, etc., mais je suis bien en face de quelqu'un, enfin, j'ai pas en face de moi un fantôme, etc., il n'y a pas de problème de ce point de vue. Et pourtant, ce qui te constitue en propre m'échappe. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, Husserl, par exemple, au paragraphe 50 des méditations cartésiennes, va poser le problème d'autrui exactement comme il pose le problème de la perception. Car en un certain sens, c'est le même problème. Quand j'ai un rapport à la chose, on disait tout à l'heure, j'ai un rapport à quelque chose d'invisible à travers du visible. Husserl nous dit, au fond, dans le cas d'autrui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, je te vois, et en même temps, il y a quelque chose de toi qui est invisible, qui est constitutif de la manière dont tu m'apparais, et pourtant, cette chose, j'y ai pas accès. Simplement, c'est pas le même type d'invisibilité. Alors d'abord, en effet, il y a une invisibilité qui te constitue toi, et qui est la même que l'invisibilité de la chose. Par exemple, je vois pas ton dos, etc., mais le fauteuil voit ton dos, bon, pour parler comme Merleau-Ponty, où je pourrais faire le tour et voir ton dos. Bon, très bien. Mais en même temps, il y a une autre forme d'invisibilité qui te constitue, qui n'est pas une invisibilité de fait, c'est-à-dire qui n'est pas visible d'ailleurs, ou qui n'est pas visible de moi si je fais le tour de la table, etc., mais une invisibilité de droit. C'est-à-dire quelque chose que je ne pourrais jamais rendre visible. Que je te tourne autour ou pas, ou même que je te fende le crâne avec une hache pour regarder dans ton cerveau, avec mes yeux ou avec une IRM. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la visibilité. Or, c'est parce qu'il y a une invisibilité de droit que j'ai en face de moi quelqu'un, et pas justement une chose, pas simplement une chose. Donc, le problème d'autrui, il ne s'agit pas de dire... c'est une présomption et finalement j'ai pas de certitude, donc en dernière instance ce que autrui me garantit, au fond c'est pas véritablement garanti parce qu'autrui lui-même n'est pas garanti, etc. Il s'agit de comprendre comment
toi qui es en face de moi et qui pourtant m'est invisible, est suffisamment présent pour me garantir l'existence des objets. Et ce sera toujours la même chose. Ce qui semble être une limitation est une condition. Tu vois, on pourrait très bien dire, on dit, c'est le drame de la communication, on pense des choses différentes, si jamais on pouvait se parler, savoir ce que l'autre pense, etc. Mais dans ce cas-là, il n'y aurait plus d'autrui. Voilà. Donc, c'est la même idée. Hein. Oui. Dieu lui-même percevrait par esquisse, et ben Dieu lui-même, s'il doit avoir un rapport à autrui, et ben forcément est face à une invisibilité qu'il ne peut pas en droit combler. D'accord. Ouais, très bien. Mais alors, du coup, pour boucler en quelque sorte la boucle, donc on pourrait très bien dire, au fond, les guillemets de Merleau-Ponty, il faut les enlever, c'est-à-dire que c'est un côté un peu dément de dire que ce sont les objets qui garantissent l'objectivité des choses. Il faut passer par autrui. Alors il y en a un qui fait ça très bien. En effet, ce serait une thèse à mon avis davantage husserlienne que Merleau-Pontienne. Et il y en a un qui fait très bien ça. C'est pas un phénoménologue, mais c'est d'autant plus intéressant d'en parler. C'est Deleuze, dans un article qui est un peu célèbre. C'est un appendice à la logique du sens, qui est un article, un texte qui consacre à Tournier. S'appelle Tournier et le monde sans autrui, où il suit une voie tout à fait d'ailleurs husserlienne. Bon, il faudrait détailler, mais l'idée c'est ça, hein, c'est que autrui, et c'est pour ça que c'est ça qu'affronte Robinson, c'est-à-dire au départ il affronte le fait d'être seul sur une île, mais seul empiriquement, c'est-à-dire de fait autrui n'est pas là, et puis tout d'un coup ce qui disparaît, c'est pas l'existence de fait d'autrui, c'est la présence même d'autrui telle que autrui appartient à la structure même de ma perception des choses. Et qu'est-ce qui se passe dans la description qu'en fait Deleuze, mais en effet c'est très fidèle à ce que dit Tournier, ce qui se passe c'est que les choses perdent leur objectivité. C'est-à-dire si autrui comme fonction transcendantale de garantie de l'objectivité des choses disparaît de ma perception, au fond les choses se réduisent à ce que j'en vois. C'est-à-dire se réduisent à leur visibilité. Bon. Donc ça c'est une thèse phénoménologique qu'on trouve donc à mon avis chez Husserl. Deleuze le prolonge, peut-être que Sartre serait dans cette veine-là, qui consisterait donc à privilégier autrui par rapport aux objets, etc. Je ne pense pas que ce soit la thèse de Merleau-Ponty. Voilà. Je crois que Merleau-Ponty nous dirait non, mais je maintiens ce que je dis, parce que je crois que Merleau-Ponty a une idée qui est autre et qui est aussi belle, peut-être même plus belle, qui consiste à penser que précisément, c'est pas autrui qui me garantit l'existence des objets, l'objectivité, la transcendance des objets par rapport à ce que j'en vis, c'est au contraire la transcendance des objets par rapport à ce que j'en vis qui m'ouvre sur la possibilité même d'un alter ego. C'est parce que la chose m'apparaît comme ne se réduisant pas à ce que j'en vois de mon point de vue que je peux tout à fait concevoir d'autres points de vue. Et c'est la raison pour laquelle, contre un modèle toujours un peu conflictuel du rapport à autrui, alors là ce serait injuste à l'égard de Husserl, mais qu'on trouve évidemment chez Sartre dans son hegelianisme, etc., et qu'on trouve aussi chez Lévinas, c'est-à-dire le face-à-face, la violence, etc., pour Merleau-Ponty, autrui est de mon côté. Alors pour le coup c'est mon collaborateur, c'est celui avec qui je fais apparaître le monde, et c'est celui qui en quelque sorte est déjà compris dans la perspective ou dans la vue que j'en ai. Alors, si la perception, on l'a dit, est bien une manière donc d'appréhender la réalité, ou peut-être même un monde, donc, comme on l'a dit, pour autant, est-ce que la perception nous amène à connaître cette réalité, autrement dit, est-ce qu'on peut rabattre le connu sur le perçu? Est-ce que la perception, c'est vraiment de la connaissance? Alors ça, je crois que c'est vraiment une excellente question en elle-même et une excellente question à poser à la phénoménologie. Parce que, d'après tout ce qu'on a dit, en effet, la perception a un privilège ontologique fondamental, qui est tout simplement de nous mettre en contact avec la réalité elle-même. Mais qu'est-ce qu'on connaît de la réalité à travers la perception? En fait, pas grand-chose. En tout cas, c'est la première chose qu'on pourrait remarquer, c'est que l'importance épistémique ou épistémologique de la perception est inversement proportionnelle à son importance ontologique. Je suis en rapport avec la réalité en percevant cette boîte. Maintenant, qu'est-ce que je sais de cette boîte? En fond, pas grand-chose, voire rien du tout. Si on prend un exemple qui est un peu traditionnel, qui en phénoménologie, qui est l'exemple de l'arbre. Il est traditionnel de fait, on aurait pu en prendre un autre, mais il se trouve que Husserl prend un exemple d'arbre dans le IDN 1, que Sartre prend souvent l'exemple d'un arbre, etc. Je suis face à un arbre, je perçois l'arbre dans sa réalité, très bien. Qu'est-ce que je sais de cet arbre? Est-ce que pour autant je sais d'abord de quel arbre il s'agit? Et puis il y a pire que ça, qu'est-ce que je sais de la manière dont cet arbre est arrivé ici, etc. Alors, si je prends cet exemple, c'est parce que
Il y a un texte célèbre de Marx et de Engels dans l'idéologie allemande où il se moque gentiment, mais il se moque quand même du critère de certitude sensible chez Feuerbach. Et parce que Feuerbach part de l'idée que le point de départ, en quelque sorte, de la connaissance, c'est la certitude sensible. Et Marx prend l'exemple d'un cerisier et dit mais qu'est-ce que je sais d'un cerisier quand j'en ai la certitude sensible? Rien, parce que justement il se trouve que pour qu'il y ait un cerisier ici, il faut que le commerce soit développé de telle ou telle manière, il faut des conditions sociales, politiques, etc. extrêmement complexes, et ça est complètement absent de ma perception. Dans la perception, je ne trouverai jamais l'ensemble de l'histoire qui a mené à l'existence du perçu à cet endroit-là. Et donc dans la perception, il n'y a pas de connaissance sociale, politique, historique, etc. Mais même la connaissance scientifique. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je sais pas moi, du fonctionnement de la montée de la sève dans un arbre quand je le perçois ça. Donc à proprement parler, rien du tout. Et il y a une sorte de... La phénoménologie est un peu en porte-à-faux par rapport à cette idée-là, parce que, à la fois, il y a souvent eu une volonté fondationnelle de la phénoménologie qui consiste à considérer qu'en effet, elle est destinée par la radicalité de son geste et d'un rapport à la réalité qui est immédiat, frontal, etc. Elle a souvent prétendu être au fondement de tout type de connaissances, mais ne serait-ce que sur ce simple exemple, on voit très bien que le type de connaissance, en tout cas, que peut prodiguer la perception, enfin, auquel peut nous donner accès la perception, est extrêmement pauvre. Alors du coup, la question qu'il faut poser, à mon avis, enfin en tout cas c'est comme ça que je prendrai ici le problème, consistera pas à se demander si on peut égaler par la perception une connaissance de type historique, scientifique, etc. Pas du tout. Ce qu'il faudrait se demander, c'est quel type de connaissance la perception nous donne, qui pour le coup est une connaissance proprement perceptive, absolument irréductible à toute forme de connaissance. C'est-à-dire, de la même manière qu'on n'ira pas raconter que la perception nous donne une connaissance scientifique ou historique de l'arbre, de la même manière, est-ce qu'il y a des cas où on peut dire qu'aucune connaissance scientifique ou historique de l'arbre ne peut s'égaler au type de connaissance que nous livre la perception. Alors, si on prend le problème sous cette forme-là, ce que je dirais, c'est que, dans une certaine mesure, pour reprendre cet exemple de l'arbre, ce que me livre la perception de l'arbre, c'est ce qu'on pourrait appeler le sens de l'arbre. Voilà. Et donc, l'idée, ce serait de dire que, au fond, la portée épistémologique de la perception, qu'on ne peut pas lui enlever, c'est de nous donner un rapport, enfin, de nous mettre en rapport avec le sens des choses. Mais bien entendu, ce qu'il faut essayer de comprendre tout de suite, c'est ce que signifie le sens. Voilà. Quel est le sens du sens, ou quelle est la signification ici du mot sens. Alors, il me semble que là encore, et on va séjourner un peu avec Merleau-Ponty, parce que je crois qu'il a tout dit là-dessus, en tout cas il a dit beaucoup de choses. Dans un passage de la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty définit ce qu'il entend par sens, et aussi ce qu'il n'entend pas par sens, c'est-à-dire la conception du sens qu'il entend rejeter. Voilà ce qu'il dit. Il y a sens pour nous lorsqu'une de nos intentions est comblée, ou inversement, lorsqu'une multiplicité de faits ou de signes se prête de notre part à une reprise qui les comprend, en tout cas, lorsqu'un ou plusieurs thèmes existent comme représentants ou expressions d'autre chose qu'eux-mêmes. Le propre de l'idéalisme est d'admettre que toute signification est centrifuge, est un acte de signification, ou de Singebung en allemand, donation de sens, et qu'il n'y a pas de signe naturel. Comprendre, de ce point de vue, c'est toujours en dernière analyse construire, constituer, opérer actuellement la synthèse de l'objet. L'analyse du corps propre et de la perception nous a révélé un rapport à l'objet, une signification plus profonde que celle-là. Alors, je voudrais partir de ce passage qui me semble très, très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce que dit d'abord Merleau-Ponty, c'est qu'il y a sens quand il y a rapport. Voilà, il y a rapport. Donc, pour avoir du sens, il faut qu'il y ait une duplicité. Quelque chose qui n'est pas en rapport avec autre chose ne peut pas avoir de sens. Bon. Ça, c'est le premier point. Alors du coup, rapport entre quoi et quoi ? En effet, ce que Merleau-Ponty ici dénonce, c'est l'idée, et c'est une idée traditionnelle, on pourrait considérer que c'est la conception par exemple de la perception chez Kant, qui consiste à dire que justement le sens c'est le rapport entre quoi et quoi ? Entre une multiplicité sensible, qui elle-même n'a pas de sens, et une unité de signification, ou une unité conceptuelle. Et donc on dira, en effet, donc du coup on pourrait dire il y a du sens dans la perception, au sens où il y a une impression sensible à laquelle, une série de multiplicités sensibles à laquelle je donne un sens, à laquelle moi je donne un sens. Justement, c'est ce que Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, appelle l'analyse classique de la perception. Voilà ce qu'il dit, l'analyse classique de la perception, distingue en elle des données sensibles, sous-entendu insignifiantes, et la signification qu'elles reçoivent d'un acte d'entendement.
Donc on dirait, oui, alors il y a du sens dans la perception, mais c'est pas un sens de la perception, c'est pas un sens du sensible, c'est un sens qui, à l'occasion d'une impression sensible, est donné par la pensée, par l'entendement, etc. C'est la version intellectualiste, en fait. Voilà, c'est ce que Merleau-Ponty appellerait. Exactement. Alors justement, c'est ce qu'il appelle l'intellectualisme, et en même temps, on voit très bien, selon un mouvement perpétuel qu'il y a dans la phénoménologie de la perception, qu'en fait, l'intellectualisme est en gros identique à ce à quoi il est supposé s'opposer, à savoir l'empirisme. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a de l'empirisme, c'est-à-dire de l'idée que ce qui est premier, c'est de l'impression sans signification, qu'on a bien besoin quand même d'un idéalisme, enfin d'un intellectualisme, qui donne un sens à ce qu'il n'y en a pas. Donc, ce qui intéresse... Une collusion des... Exactement. Voilà, c'est-à-dire que c'est une fausse alternative. En fait, c'est une alternance perpétuelle entre les deux. Et en fait, ce que rejette ici Merleau-Ponty, et c'est très bien du coup de m'avoir fait... revenir sur ce point, c'est que ce qu'il rejette, c'est l'alternative du sens et du non-sens. D'où d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle, un recueil d'articles qui s'appelle Sens et non-sens. Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alternative du sens et du non-sens est une fausse alternative. Bien plus, c'est que ça renvoie toujours de l'un à l'autre. Si on se donne du sensible sans signification, on est bien obligé de se donner un sens plein qui soit donné par une conscience, etc., etc. Alors que va dire, alors en quoi, pour reprendre le passage que je disais tout à l'heure, en quoi est-ce que l'analyse du corps propre et de la perception a révélé un rapport à l'objet et une signification plus profonde que celle-là, c'est-à-dire plus profonde que le rapport extérieur entre une unité conceptuelle et de la multiplicité sensible à signifiante. De ce point de vue, je te propose de faire un petit détour par quelque chose qui a été très important pour Merleau-Ponty, qui est la psychologie de la forme, la Gestalt psychologie. Alors, la psychologie de la forme, c'est un courant de la psychologie allemande, avec trois grands représentants que sont Wertheimer, Keuler et Kafka, que Merleau-Ponty a beaucoup lu à l'époque où il commençait à travailler sur toutes ces questions. Et en France, on a un représentant qui est tout aussi célèbre, et que Merleau-Ponty utilise beaucoup, en tout cas dans la structure du comportement, qui est Paul Guillot. Bon. Alors, l'idée de la psychologie de la forme, et en fait, tu vas voir pourquoi est-ce que ça rejoint complètement cette idée de signification. Bon, l'idée de la psychologie de la forme, c'est qu'en effet, il y avait quelque chose comme de la signification dans la perception elle-même. Ce qui ne voulait pas dire, dans la perception, l'entendement donne une signification au sensible. Ça consistait à dire que la perception était perception de signification. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifiait ? L'une des thèses centrales et très connues, parce que là aussi, c'est presque un slogan de la psychologie de la forme, consiste à dire que une forme, une gestalt, c'est toujours plus que la somme de ses parties. Bon. Donc, exemple très simple, voir un visage, c'est-à-dire si par exemple je dessine, si on avait un tableau on pourrait le faire, par exemple je dessine deux ronds et puis deux traits. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux ronds et puis deux traits. Maintenant, je les configure de telle sorte qu'on ait un rond, un trait comme ça, et tu verras un visage. Bon. Et alors l'idée c'est de dire quoi ? C'est de dire, mais au fond, le visage que je perçois est plus qu'une simple somme, une simple juxtaposition de ces parties. En fait, si on présente les choses comme ça, on pourrait toujours dire, justement de manière intellectualiste, on pourrait toujours dire, oui, effectivement, c'est plus que la somme de ces parties, mais pourquoi ? Parce que je perçois les parties, et en fonction de leur configuration, je leur donne un sens qui est le sens de visage. Mais c'est pas ce que veut dire la psychologie de la forme. Donc c'est là que c'est plus intéressant. C'est que la forme est plus que la somme de ses parties, mais elle est perçue avant ses parties. Et de telle sorte que c'est elle qui donne sens aux parties. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi ? Parce que si je te montre un visage avec deux points et puis un nez, une bouche, justement je vais te dire, tiens, c'est quoi ? En te montrant un point, je vais dire, c'est quoi ça ? Et tu vas me dire, un œil. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tu perçois en fait l'élément à partir de la forme globale. Donc d'un côté tu as un rond, de l'autre côté tu as un œil. D'accord ? Oui, bien sûr. Et en même temps, si je te supprime les éléments dont je viens te dire qu'ils étaient perçus à partir de la forme, si je supprime les éléments, il n'y a plus de forme. Ouais. Donc, c'est cette espèce de configuration très étrange où on dit la perception est perception de forme comme étant au-delà de ses parties, comme déterminant ses parties et comme n'existant pas pourtant hors de ses parties. C'est ça qu'a pensé la Gestalt et c'est ça qui a fasciné Merleau-Ponty au moment où il écrivait la structure du comportement. En quoi est-ce que ça a un rapport avec la phénoménologie ? C'est un rapport complètement direct, car ce qu'on vient de dire au sujet du rapport entre les éléments et la forme, c'est exactement ce qu'on a dit au sujet du rapport entre les esquisses et la chose.
Quand on dit « je perçois la chose telle qu'elle est à travers ses esquisses », qu'est-ce que je dis ? Je dis je perçois les esquisses comme étant des esquisses de la chose, donc la chose elle est plus que la somme de ses esquisses, et en même temps c'est ce à partir de quoi je perçois les esquisses. En même temps, si je supprime les esquisses, il n'y a plus de chose. D'accord ? Donc Merleau-Ponty a été séduit par la psychologie de la forme au moment même où il devenait phénoménologue, et pour devenir phénoménologue, ou en devenant phénoménologue. Bon, en quoi est-ce que donc ça permet en quelque sorte d'appliquer les intuitions de la psychologie de la forme à l'analyse phénologique de la perception. En quoi est-ce que tout ça, ça fait un sens ? Tout à l'heure on disait, avec Merleau-Ponty, pour qu'il y ait sens, il faut qu'il y ait duplicité. En quel sens il y a duplicité là ? Et oui, il y a duplicité. Pourquoi ? Parce que l'analyse essentielle qu'on a fait de la perception consiste précisément à nous dire la perception c'est double, c'est percevoir des esquisses, au-delà des esquisses, la chose, à partir de la chose, des esquisses. Donc, on a bien dans tout acte perceptif une duplicité entre quoi et quoi ? Entre les esquisses et la chose. Il y a un clignotement pour après. Exactement. Voilà. Il y a une espèce de clignotement entre les deux. On va des aspects à la chose, les aspects sont aspects de la chose, etc. Je vise la chose, je vois les aspects, je vise les aspects, exactement. Il y a la chose qui est. Voilà. Et alors du coup, quand Merleau-Ponty dit, bah oui, au fond, l'analyse de la perception nous révèle une signification plus profonde que celle-là, c'est pas que le rapport entre chose et esquisse aurait une signification plus profonde, c'est que c'est ça la signification plus profonde. Le sens sensible, c'est comme tu dis, c'est très bien, c'est le clignotement, c'est le passage perpétuel de la chose dans ses esquisses et des esquisses dans la chose. C'est ça qui fait sens, c'est ça le sens sensible. Alors si je reprends l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, l'exemple de l'arbre, quand je dis l'arbre a un sens, il y a deux manières de concevoir qu'un arbre ait un sens, soit justement à la manière intellectualiste ou intellectualiste, empiriste, puisque l'un renvoie à l'autre, etc. On dira, bah oui, dire l'arbre a un sens, c'est dire à partir de données sensibles, du vert, du marron, etc., je reconnais là-dedans quelque chose que j'appelle un arbre. Je dis, bah oui, l'arbre a un sens, c'est un arbre. Soit on dira, non, il y a un sens sensible de l'arbre. Et qu'est-ce que c'est le sens sensible de l'arbre ? C'est la manière dont il se manifeste comme arbre au-delà des aspects qu'il me montre et dans ces aspects qu'il me montre. En d'autres termes, pour utiliser une syntaxe un peu différente, on dira, mais le sens de l'arbre, c'est la manière dont l'arbre s'arbrifie à travers ses aspects. Et ça, la manière dont l'arbre s'arbrifie à travers ses aspects, c'est-à-dire la manière dont l'arbre se fait arbre à la lettre, dont l'arbre se fait arbre à travers ses aspects ou ses phénomènes, ce sera ça le sens. Ce sera ça le sens incarné ou le sens sensible. Alors, si on accepte cette idée-là, qui est vraiment l'idée de Merleau-Ponty, s'en suivent tout un tas de conséquences très intéressantes pour comprendre le sens de la perception. D'abord, la première chose qu'on peut dire sur le perçu, c'est que dire que percevoir, c'est percevoir le sens, c'est-à-dire, là en l'occurrence, la manière dont l'arbre se fait arbre, c'est dire que la perception ne nous met pas simplement en rapport avec de la réalité, qu'elle ne nous met pas simplement en rapport avec du sens, ou plutôt que dans le mouvement même par lequel elle nous met en rapport avec du sens, elle nous met en rapport avec des individus. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand je dis, je vois la manière dont l'arbre arbrifie, en fait, ce que je perçois dans l'arbre à travers son arbrification, c'est à la fois ce que c'est qu'un arbre, mais c'est aussi, et avant tout, ce que c'est que cet arbre-là. C'est-à-dire, ce qui fait de cet arbre tel arbre singulier, c'est justement sa manière spécifique, singulière, d'arbrifier, c'est-à-dire de me montrer ce que c'est que de se faire arbre. Et Merleau-Ponty a une très belle manière de dire ça. Il dit au fond, ce que je vois, c'est effectivement un individu, c'est-à-dire la signification et principe d'individuation. Et en même temps, ce qui est individu, c'est quoi ? C'est le style. C'est le style. C'est le grand concept de Merleau-Ponty. C'est le grand concept de Merleau-Ponty. Mais justement, le style, qu'est-ce que c'est ? C'est très précisément le sens, c'est-à-dire, mais au sens où on l'a défini. Qu'est-ce que c'est qu'un style ? Un style, c'est une manière de manifester ce qu'on est, à travers la sensibilité. Voilà. Et donc, je vois le style, alors mais ça vaut aussi pour n'importe quoi, pour le style d'une table, etc. Qu'est-ce que ça veut dire voir... Alors justement, déjà, on est en train d'empiéter sur ce que je vais dire dans 3 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'une belle table ? Une belle table, c'est pas une chose qui a pas de sens à laquelle je donne la signification beau. Une belle table, c'est une belle manière de faire apparaître ce que c'est qu'une table, de se faire table. Bon. Donc ça, c'est le premier. Donc c'est pas le point de départ, c'était quel type de connaissance nous donne la perception. D'abord, on peut dire que ça nous donne la connaissance du sens, et je veux dire la manière dont un arbre arbrifie. Aucune science
de la nature, aucune science historique ne me le dira. Ça, c'est la science de la perception. Seule la perception peut me le donner. Et d'ailleurs, tu dis c'est une belle manière de faire table, ou ça pourrait être une laide manière de faire. Donc on sent bien qu'il y a une dimension esthétique, une charge esthétique dans ce... Alors il y a une charge esthétique dans le double sens quoi, de l'esthésie, et puis en même temps d'un certain rapport à la beauté. Mais en effet, à mon avis, les deux sont effectivement tout à fait liés. Ouais. Donc il y a cette idée-là que la perception, elle nous livre quelque chose que rien d'autre qu'elle ne peut nous livrer, à savoir le style, et en même temps qu'elle nous livre pas simplement une réalité, mais de la réalité individuelle, voilà, que ça nous livre un individu, d'une manière telle que là encore, aucune science ne peut nous livrer. Il y a une autre conséquence sur la compréhension de ce qu'est la perception, qui à mon avis constitue une chose très, très belle dans l'œuvre de Merleau-Ponty. La première chose qu'on peut dire, c'est que si les choses ont un sens, et si avoir un sens pour les choses, c'est justement se manifester, c'est-à-dire se faire phénomène. Alors on peut dire que les choses parlent. On peut dire que les choses parlent, et c'est plus métaphorique, c'est plus délirant. On peut dire que les choses parlent si on définit l'existence d'une parole par le fait de signifier. Et les choses, elles nous parlent avec quoi ? Elles ne nous parlent pas avec leur bouche, elles nous parlent avec quoi ? Elles nous parlent avec leurs phénomènes. Elles nous parlent avec leurs aspects. Donc les choses nous parlent avec leurs aspects, c'est-à-dire que cette boîte-là, elle me parle à la lettre parce qu'elle a une certaine manière de se faire table. Merleau-Ponty, du coup, a un très beau concept pour dire ça, c'est le concept d'expression. La chose s'exprime dans ses aspects. Ça dit plus qu'elle se montre dans ses aspects, c'est-à-dire elle s'exprime elle-même, elle me montre ce qu'elle est en se faisant ce qu'elle est à travers ses aspects. Donc les choses parlent, et qu'est-ce que c'est que percevoir ? On ne peut pas dire autrement que c'est écouter cette parole dans une certaine mesure. Mais en même temps, si on réfléchit bien, ça met la perception dans une situation, si je veux dire, impossible, parce que si je dis la chose me parle à travers ses aspects, c'est très bien, mais ces aspects, c'est quoi ? Ces aspects, c'est mon vécu perceptif. Conclusion. D'une part, la chose, quand elle s'exprime en moi. Je suis le lieu de l'expression de la chose, puisque la chose s'exprime dans ses aspects, et que ces aspects, ce sont mes vécus. Et qu'est-ce que je fais quand je perçois une chose ? Percevoir une chose, c'est faire quoi ? C'est remonter de ces aspects à la chose elle-même. Donc, percevoir une chose, c'est exprimer la chose, à la lettre. Si bien que ça devient en fait indifférent de dire la chose s'exprime, j'exprime la chose s'exprime en moi. Exactement la même chose, selon le point à partir duquel on le voit. Alors, double conséquence. D'une part, ça explique pourquoi est-ce que Merleau-Ponty ne cesse de dire que entre le sujet et l'objet, entre le pour soi et l'en soi, etc. Et à travers son analyse de la perception, il cherche quelque chose comme un moyen terme, un entre-deux. C'est pas une manière de parler, il cherche vraiment un entre-deux, mais qu'est-ce qui est l'entre-deux ? L'entre-deux, c'est le vécu, en tant que le vécu, c'est l'ensemble des aspects. L'aspect des choses et mon vécu, c'est la même chose. Et, du coup, autre conséquence pour la perception, puisqu'on partait de la question de savoir en quel sens c'était une connaissance, l'autre conséquence, c'est que la connaissance, selon une graphique va employer Merleau-Ponty, et qu'à ma connaissance, dans mon souvenir, il doit à Claudel, est une connaissance, c'est-à-dire une naissance conjointe. Pourquoi est-ce que c'est une naissance conjointe ? Parce que les choses me parlent et je les fais parler, et mon rapport à la chose est une naissance de la phénoménalité de la chose dans le mouvement même, où c'est une certaine manière pour moi de vivre et de m'éveiller à mon propre vécu et au vécu de la chose. Tu veux dire qu'il y a, chez Merleau-Ponty, carrément quasiment une ipséisation, enfin une manière de devenir soi-même de prêter, oui, de devenir soi dans le rapport au style de la chose, en même temps que c'est une manière de prêter son propre style à la chose que je perçois, et qu'en fait, il y a une indifférenciation que justement l'intellectualisme et l'empirisme veulent trancher, dont ils sont en quelque sorte le tranchage ou le tranchement, je ne sais pas quel est le substantif, mais que Merleau-Ponty justement veut conserver. Et donc, en quelque sorte, percevoir, c'est quoi ? C'est faire parler les choses en moi. Et en effet, qu'est-ce que c'est, par exemple, que tourner ? Il faudrait presque dire ça poétiquement, mais quand je tourne autour d'une chose, qu'est-ce que je fais ? Je la fais parler, je la fais chanter presque. Je fais chanter la chose. Et on fait tout ça, c'est-à-dire quand on perçoit une chose à laquelle on a envie d'être attentif, on se déplace, on tourne, justement, on regarde la manière dont elle se fait elle-même dans ses aspects. Donc, en dernière instance, voilà, je crois, pour répondre à cette question,
Quel type de connaissance nous donne la perception? C'est la connaissance d'un sens, en tant que le sens est un sens sensible, que le sens sensible, c'est pas simplement un rapport au réel, mais c'est un rapport à l'individu et au style. Et en même temps, c'est une connaissance qui est une connaissance, puisque c'est le lieu du brouillage des frontières entre moi et l'objet. Ouais, c'est ça. Et on voit très bien donc, aussi dans cette conception de la perception comment vient venir s'encastrer, en fait, on pourrait dire, une conception de l'art aussi. Et alors, là, c'est sûr que... Alors, exactement. Du coup, est-ce que c'est la conception de tout art? Enfin, en tout cas, c'est l'art auquel Merleau-Ponty est sensible. Une discrimination sans doute entre plusieurs types d'art, là, évidemment. Alors, tout à fait. Pourquoi est-ce que Merleau-Ponty est fasciné par Cézanne, par exemple, beaucoup plus que par Picasso? Si on prend... Là, c'est juste une petite parenthèse, mais je pense que c'est une parenthèse intéressante. Si on prend, par exemple, Picasso et Cézanne comme 2 points de repère, ça n'est rien d'autre que 2 manières de traiter, en quelque sorte, le problème de la perception tel qu'on l'a fait apparaître, c'est-à-dire le fait qu'une chose est scalée à travers différentes esquisses. La solution Picasso ou la solution Cubiste, ça va être de considérer qu'il faut essayer de représenter dans une seule image l'ensemble des faces, en tout cas une pluralité de faces. Bon. Il y a un télos objectiviste peut-être dans le... Exactement, c'est un peu l'œil de Dieu, oui, enfin, voilà. mais pas un dieu husserlien, un dieu qui serait un dieu plutôt leibnizien, c'est-à-dire le géométral de différentes perspectives. Bon. La solution de Cézanne, c'est une solution qui est beaucoup plus phénoménologique, qui consiste à faire quoi? Enfin, en tout cas, selon la lecture qu'en fait Merleau-Ponty, on dit c'est une grande lecture, je pense qu'il y a une profonde vérité. Dans le texte, le doute de Cézanne, hein, je le dis. Voilà, dans le doute de Cézanne, et Merleau-Ponty ne cessera en fait de revenir sur Dans l'œil et l'esprit, qui est un de ses derniers textes, c'est encore Cézanne, Cézanne devant la montagne Sainte-Victoire, etc., qui les fascine. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que ce qu'a essayé de peindre Cézanne, ce sont les aspects en tant que les aspects servent et suffisent à la manifestation de la chose elle-même au-delà des aspects. Voilà ce qu'il écrit dans l'œil et l'esprit. Je vais essayer de retrouver le texte. Voilà, c'est ça. Donc c'est page 28 de l'œil et l'esprit. C'est la montagne elle-même qui, de là-bas, se fait voir du peintre, c'est elle qu'il interroge du regard. Enfin, voilà la perception comme dialogue, comme rapport. Bon. Que lui demande-t-il au juste? Donc, que le regard du peintre demande-t-il à la montagne? De dévoiler les moyens rien que visibles par lesquels elle se fait montagne sous nos yeux. Le regard du peintre leur demande comment ils s'y prennent pour faire qu'il y ait soudain quelque chose, et cette chose pour composer ce talisman du monde, pour nous faire voir le visible. Donc, le problème du peintre, c'est comment avec ces aspects on fait de la montagne. Et que fait la montagne? Eh ben, elle lui enseigne comment on fabrique une montagne avec des aspects. Bon, voilà. Mais ça, qui est l'opération de la peinture, en tout cas de la peinture de Cézanne, c'est une opération qui est l'opération de la perception elle-même. C'est-à-dire fabriquer des choses avec des aspects, c'est ce qu'on fait tous quand on perçoit, et se manifester soi-même à travers des aspects, c'est ce que font toutes les choses. Et cette zone d'indifférenciation entre nous et les choses, c'est la zone de la perception. Ouais, voilà. Donc l'art prolonge la perception et il manifeste de manière encore plus probante, on pourrait dire, le style des choses. Exactement. Alors justement, mais ça Merleau-Ponty le dit là encore explicitement. Quand il dit, ça c'est dans La prose du monde, qui est un livre qu'il a fini par abandonner, mais peu importe, il écrit « C'est l'opération expressive du corps, au sens où on a défini l'expression, commencée par la moindre perception, qui s'amplifie en peinture et en art. » Voilà. Le champ des significations picturales est ouvert depuis qu'un homme a paru dans le monde, et le premier dessin au mur des cavernes ne fondait une tradition que parce qu'il en recueillait une autre, celle de la perception. Donc la perception déjà stylise, la perception est déjà artiste, parce que la perception déjà exprime, c'est-à-dire fabrique des choses avec des aspects ou exprime ce que sont les choses à travers leur manifestation. Très bien. Alors, dernier grand moment, quand même essayer de montrer justement que la perception est aussi une thématique qui va diviser et va poser sans doute pas mal de critiques. Alors, on a vu donc, très bien la version husserlienne et merleau-pontienne, on pourrait dire, de la perception. Et il faut voir donc très vite que le privilège de la perception, en tout cas accordé à la corrélation perceptive, va être mis à mal par un phénoménologue très proche de Husserl, qui est Heidegger lui-même, et on le verra aussi peut-être par la suite par d'autres phénoménologues. Alors est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur justement ce changement de paradigme en fait
Ouais. C'est un changement de paradigme qui est assez frappant parce que, au bout du compte, dans les grands phénoménologues français, c'est vrai que Merleau-Ponty est un grand phénoménologue de la perception, Sartre est dans une certaine mesure un grand phénoménologue de la perception, Dufresne est probablement un grand phénoménologue de la perception aussi, mais dans la tradition post-heideggerienne, au fond, on a plus tenté de dépasser le modèle de la perception que de prolonger ce qui avait été fait, et en un sens peut-être trop bien fait par Merleau-Ponty pour qu'on ait envie de s'y coller. Mais alors pourquoi ? À mon avis, il y a deux voies de la critique de tout ce qu'on a dit, de la perception comme modèle ou archétype en quelque sorte d'analyse phénoménologique. Il y a une voie qu'on pourrait appeler en un sens archéologique, et je pense que c'est la voie de Heidegger. Alors pourquoi archéologique ? Parce que l'idée de Merleau-Ponty, et qui était aussi en un certain sens l'idée de Husserl, c'était que il fallait penser la perception en effet comme le fondement de notre rapport au monde, de tout type de connaissances possibles, et que ce fondement était le fondement qui allait être recouvert en quelque sorte par une pensée positive, par les sciences, etc. Et cette opposition entre une analyse phénoménologique de la perception et une analyse scientifique du monde et de notre rapport au monde, c'est effectivement le cadre, au fond, de la pensée de Merleau-Ponty, tel qu'il la formule par exemple dans la préface de la phénoménologie de la perception. Un passage que je voudrais lire parce qu'il me semble intéressant pour mettre en perspective effectivement la critique que va adresser Heidegger au modèle perceptif. Merleau-Ponty écrit « Les vues scientifiques selon lesquelles je suis un moment du monde, sous-entendu une chose dans le monde qu'on peut analyser comme n'importe quelle autre chose, etc., sont toujours naïves et hypocrites parce qu'elles sous-tendent, sans la mentionner, cette autre vue, celle de la conscience, par laquelle d'abord un monde se dispose autour de moi et commence à exister pour moi. Donc on va opposer moi dans le monde et le monde pour moi à travers la conscience perceptive. Revenir aux choses mêmes, c'est revenir, dit Merleau-Ponty, à ce monde avant la connaissance, dont la connaissance parle toujours, et à l'égard duquel toute détermination scientifique est abstraite, signitive, dépendante, comme la géographie à l'égard du paysage où nous avons d'abord appris ce qu'est une forêt, une prairie ou une rivière. Alors c'est un là aussi très beau texte, où on nous dit, mais finalement, bien sûr que le géographe a une connaissance du paysage, mais c'est une connaissance géographique, et avant d'avoir une connaissance géographique ou de géographe du paysage, encore faut-il qu'on ait eu un rapport esthétique ou perceptif au paysage. La perception est le sol. Exactement. Alors voilà, ce que ça implique, c'est que la perception soit le sol sur lequel tout va se déployer. Alors ce que j'appelle une critique archéologique, c'est peut-être pas très bon comme forme, mais peu importe, chez Heidegger, c'est une critique qui va consister à nous dire, mais non, mais il y a autre chose sous la perception. Il y a autre chose sous la perception, c'est-à-dire, en réalité, la perception, alors bien entendu, la science du géographe est dérivée par rapport au rapport perceptif au paysage, mais le rapport perceptif au paysage lui-même est dérivé par rapport à un autre type de rapport. Et ce que va dire Heidegger, par exemple dans le paragraphe 15 des Traitons, c'est que, en fait, avant d'être un paysage, avant de découvrir la nature sous la forme d'un paysage, on la découvre comme quelque chose qui nous est utile. Donc c'est pas la forêt dans laquelle je me perds, etc., ou que j'observe pour pouvoir la peindre, etc., c'est la forêt que je vais envisager comme réserve de bois pour pouvoir me chauffer. C'est pas le joli petit cours d'eau, etc., printanier, qui va m'inspirer des jolis vers, etc., c'est le ruisseau que je vais utiliser pour faire ceci ou pour faire cela. Donc il y a l'idée chez Heidegger que, avant même de déployer un univers perceptif, et contre l'idée que cet univers perceptif, que le rapport perceptif aux choses soit un rapport premier, il faut d'abord que j'ai entretenu avec les choses un rapport qui n'est pas un rapport perceptif, mais qui est un rapport pratique. Alors il y a un cours de Heidegger où il me semble que ce cours est parfait pédagogiquement pour expliquer ça, parce que Heidegger va mettre en miroir deux types d'analyse d'une même chose, selon qu'on prend le modèle de la perception comme modèle originaire, ou selon qu'on prend le modèle pratique comme modèle originaire. Alors, ce cours, c'est un cours de 1923, si je dis pas de bêtises, mais si je dis une bêtise, c'est pas grave. Ça s'appelle, c'est dans ces eaux-là, ça s'appelle Ontologie herméneutique de la facticité. C'est un cours qui précède la publication des Traitants en 1927, mais qui fait partie du chantier Traitant, où Heidegger est en train d'élaborer la pensée
qui va y développer, et où Heidegger va prendre l'exemple d'une table. Donc c'est paragraphe 18, paragraphe 19, il va dire, voilà, je vais vous faire une description supposément originaire de notre rapport à la table, et en même temps c'est une description fautive, et puis après je vais vous faire la bonne description. Paragraphe 18, c'est la description fautive, c'est une description perceptive. Heidegger dit, voilà, je me remets en face des choses elles-mêmes, qu'est-ce que je vois ? Une chose que je vois par esquisse, puisqu'il est allé à l'école de son maître Husserl, il connaît ça par cœur, donc il propose une très bonne, très littérale analyse de la perception, la chose à travers ses aspects, etc. Bon, très bien. Et à la fin de ce paragraphe, il dit, voilà, on a l'impression que c'est une perception, que c'est quelque chose d'originaire, que c'est un rapport originaire à l'objet, alors qu'en fait, si on commence par là, tout est fichu. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas commencer par là ? Parce que, dit Heidegger, en fait, pour pouvoir livrer une analyse de la perception, il faut déjà avoir rompu, en quelque sorte, avec l'objet. Et en effet, qui se met face à des choses perçues pour en décrire, l'apparaître à travers des esquisses, etc. Ou plutôt, qui le fait ? D'abord les phénoménologues, c'est ce qu'on fait depuis une heure, mais il faut déjà avoir rompu. Une étude désintéressée, presque théorique. Voilà. Exactement. D'ailleurs, on pourrait tout de suite dire, oui, c'est pas un hasard si Merleau-Ponty récupère l'idée d'esthétique comme attitude en quelque sorte désintéressée par rapport à l'objet. Pas trop simplifier les choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, il y a une attitude esthétique, un peu dans tous les sens du terme, qu'on prend face à la chose pour faire une description théologique de la perception. Heidegger dit, donc c'est au paragraphe 19 de ce cours, c'est pas ça qu'il faut faire. Considérons donc cette réalité quotidienne toute simple. Nous restons à la maison, nous sommes dans une pièce où nous finissons par rencontrer quelque chose de tel qu'une table. Sous quelle forme la rencontrons-nous ? C'est une chose dans l'espace. Ah oui, non, ça, pardon, je suis en train de vous lire la mauvaise description. C'est une chose dans l'espace, etc. Donc il fait une description, c'est une chose matérielle qui a telle ou telle couleur, etc. Elle ne se présente jamais que sous une phase déterminée, donc il fait une analyse telle qu'on l'a nous menée. Bon, alors, mais simplement, donc la fin de ce passage, c'est ça qui est important, ces descriptions sont du point de vue de leur résultat apparemment fidèles, mais ce n'est là qu'une apparence. On peut montrer que ce sont à mains égards des constructions et qu'elles tiennent sous la domination de préjugés presque inexpunables, qui sont des préjugés d'une attitude théorique, c'est-à-dire détachée, désintéressée. Voilà la bonne description. Dans le commerce qui séjourne concrètement en s'attardant auprès des choses, on ne retrouve absolument rien de ce qui a été présenté dans la description précédente. Personne ne vit parmi les choses comme parmi des choses perçues, etc., etc. Reprenons donc le même, entre guillemets, exemple, car qu'est-ce qui constituera la mêmeté de cet exemple, on verra, en le considérant comme un simple matériau et décrivons-le d'une manière qui fasse apparaître tout d'abord une multiplicité de phénomènes qui s'entre-impartiennent avant de dégager leur connexion phénoménale, etc. Dans cette pièce-là, il y a cette table-ci, non pas une table parmi un grand nombre d'autres situées dans d'autres pièces et dans d'autres maisons, à laquelle on s'assoit pour écrire, manger, coudre, jouer. C'est ce qu'on voit d'emblée sur elle. Par exemple, à l'occasion d'une visite. C'est un bureau, une table de salle à manger, une table à ouvrage. C'est de cette façon qu'elle fait primordialement rencontre en elle-même. Le caractère du « pour quelque chose » ne lui est pas attribué en la comparant avec autre chose qu'elle n'est pas. Alors que nous dit Heidegger ? Il dit une chose très simple, c'est qu'en fait, personne n'a jamais vu une table comme chose perçue. Si, les phénoménologues, si, les esthètes au sens large. Mais quand on vit parmi les choses, dans notre vie quotidienne, etc., non, on est en rapport avec des tables à proprement parler, c'est-à-dire des choses qui sont là pour écrire. Et donc, le rapport, par exemple, que j'entretiens, alors ça c'est une boîte de biscuits, donc je sais pas trop à quoi ça sert, mais si, ça sert à mettre des biscuits dedans. À les conserver. Voilà, à les conserver, exactement, ça c'est parfait. Donc, en effet, qu'est-ce que c'est alors, pour un phénoménologue de la perception, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Eh ben, c'est une chose perçue qui s'exprime avec son style, etc. Pour Heidegger, c'est un pour conserver les biscuits. Et, dit-il, en fait, c'est comme ça que je la rencontre d'abord. Comme un pour conserver les biscuits. Pas comme cette chose qui s'exprime à travers ses aspects sensibles. Comme cette chose qui est un pour conserver les biscuits. Et c'est ça c'est en la considérant comme un pour conserver les biscuits que j'ai un rapport à ce qu'elle est en elle-même. Oui. Voilà. Son être en soi, c'est d'être, son être en soi au niveau phénoménologique, d'un point de vue de l'essence qu'on est en train d'envisager, du type de corrélation qu'on est en train d'envisager, dont Heidegger nous dit qu'elle est plus fondamentale que la corrélation perceptive. Son être même, c'est son être qui consiste à conserver les biscuits. Et c'est ce que Heidegger va appeler un outil, au paragraphe 15 d'être étant. Donc, ce qu'est en train de dire Heidegger, c'est pas du tout que la corrélation perceptive telle qu'on l'a envisagée n'existe pas. Évidemment que ça existe, on peut la faire, etc. Mais qu'elle est dérivée par rapport à une corrélation plus fondamentale, qui est la corrélation d'un usage avec un outil. Donc ta dénomination d'archéologique marche bien, parce qu'en fait il faut creuser le sol de la perception pour tomber sur le sol, entre guillemets, premier de l'outil, de l'ustensilité. Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça, c'est l'idée. Non, je mets pas le terme d'archéologie parce que c'est pas un terme qu'emploie véritablement Heidegger et que c'est un terme qui renvoie plutôt à Husserl. Enfin bon, mais oui, en effet, non. Mais l'idée, c'est effectivement qu'on creuse, c'est-à-dire on part d'une conception, disons, scientifique, objectiviste du monde. On creuse et on tombe sur la couche de la perception. Merleau-Ponty nous dit on a atteint en quelque sorte le sol, enfin pour schématiser. Heidegger dit non, mais il faut creuser encore plus. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en effet la couche de l'usage dans son rapport avec l'outil. Donc la chose, c'est pas une chose telle qu'elle est scientifiquement envisagée, mais c'est pas seulement, pas d'abord une chose perçue, c'est une chose utile. Alors oui. Je pense aussi qu'il faut bien rappeler que tu l'as dit au tout début, mais que l'outil pour Heidegger, c'est pas seulement des artefacts, des marteaux, des boîtes, des tables, etc. C'est aussi des choses naturelles. Tu as dit la forêt, le nuage, c'est un outil qui sert à sombrer, voilà, le soleil à se réchauffer ou à éclairer. Donc c'est toujours des outils aussi. Exactement. Parce que ce serait presque une objection qu'on voudrait faire à Heidegger. On dirait, mais bon, d'accord, les boîtes de biscuits, ça va, ça marche bien, mais par exemple, un arbre, vous n'allez pas me dire que c'est un outil, mais si, parce que l'idée, c'est que tout est outil pour autant que ce qui est saisi dans la chose, c'est le pour servir à quelque chose, dans sa corrélation en effet avec l'usage. Et donc je pense que on peut dire que c'est une première forme de critique de la perception, qui est une critique, alors puisque tu valides le terme, c'est parfait, archéologique, au sens qu'on va chercher une couche beaucoup plus, alors, qui aux yeux de Heidegger est plus fondamentale, mais ce qui est assez fascinant, c'est que on va garder la même structure, c'est-à-dire il s'agit de décaler d'un cran vers l'origine, là en l'occurrence l'origine pratique, la structure totale de la perception telle que nous on a dégagée avec Merleau-Ponty. On disait, si on se rappelle, on disait tout rapport à l'objet, enfin le phénomène de l'objet est un phénomène de monde, dans un rapport compliqué mais en tout cas intrinsèque à autrui. Mais ce que va dire Heidegger, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire il va dire tout rapport à l'outil est aussi un rapport au monde, tout phénomène d'outil dans l'usage est un phénomène de monde, mais pas de monde perçu, de monde utilitaire. Et de la même manière que Merleau-Ponty nous disait, les choses renvoient les unes aux autres en se garantissant, etc., Heidegger dira, un outil, ça n'existe pas. Un outil renvoie à d'autres outils. On l'a dit nous-mêmes, on a dit, tiens, un pour conserver les biscuits. Donc ça renvoie, cette chose-là, cet outil-là renvoie intrinsèquement à un biscuit. Bon, l'exemple que prend Heidegger, c'est pas une boîte de biscuits, c'est un marteau. Le marteau, c'est un pour marteler, mais pour marteler, j'ai besoin d'un clou. Pour marteler, j'ai besoin d'un clou, mais le clou, il sert à quoi? À planter pour faire tenir un tableau, le tableau, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce que dit Heidegger, c'est que tout rapport utilitaire à l'outil se déploie sur le fond d'un monde utilitaire qui est le monde ambiant. Et deuxième aspect qui montre qu'on récupère en fait l'ensemble de la structure de corrélation qu'on a dégagée au niveau de la perception, et cette fois sur un plan pratique, le rapport à autrui. Puisque tout outil n'est pas simplement un pour faire quelque chose, un pourquoi, mais aussi un pour qui. Les biscuits qui sont pour quelqu'un qui va se nourrir avec. Je sais pas, moi, n'importe quoi, les voitures sont des pour rouler, mais qui est-ce qui roule, etc., etc. Pour une existence. Ouais. Pour une existence, pour un usager. Et donc, à travers le moindre objet, et là, en ce sens-là, Heidegger serait plus proche de Merleau-Ponty que de Husserl au point de vue du modèle intersubjectif, c'est que pour Heidegger, on rencontre les autres à travers les objets et non pas les objets à travers les autres. Et à travers, par exemple, l'usage que je fais d'un tramway, etc., je rencontre les usagers. Tout objet en tant qu'outil renvoie à des usagers possibles. Donc ça, c'est une première critique de la perception archéologique, mais qui a cette force, en même temps cette cohérence, de garder l'ensemble de la structure. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on peut le dire rapidement, mais très 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 succinctement, on pourrait dire quand même que Merleau-Ponty arrive quand même d'une certaine manière après Heidegger, oui, alors, et d'une certaine façon aussi pose une critique de cette critique en disant l'outil, très bien, c'est un rapport originaire quotidien qu'on a avec les temps, mais il se donne d'une certaine façon, il a une présence sensible, un là minimal, qui fait qu'on peut l'appréhender, le saisir. Le marteau, je le saisis parce qu'il m'apparaît primordial. Oui, c'est un problème passionnant. Alors là, mais là, ça rentre dans des considérations un peu. Non, mais c'est pour le coup, je pense qu'il faudra en parler longtemps, parce que je crois qu'il y a une vraie alternative phénoménologique ici qui se dessine. Ce que dit Heidegger, c'est que le marteau, justement, je le rencontre pas d'abord de manière sensible, bien plus. Ce que dit Heidegger au paragraphe 15 des traitants qui porte sur cette question-là, c'est que l'être du marteau, ce que le marteau est en lui-même, se manifeste dans son usage, c'est-à-dire dans le fait de marteler. Voilà. Donc en fait, j'ai un rapport à l'être du marteau quand je tape sur un clou avec un marteau, pas quand je vois le marteau.
Ce que dit Merleau-Ponty, c'est le contraire. Il ne nie évidemment pas qu'il y ait des choses qu'il appelle des choses culturelles, Husserl emploie ce terme-là aussi dans la méditation cartésienne. Il y a des choses culturelles, par exemple une pipe, des routes, etc. Je crois que c'est des exemples qu'il prend dans la philologie de la perception. Il y a des choses culturelles, mais en effet, pour pouvoir être saisies comme culturelles, il faut déjà qu'elle soit saisie perceptivement. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux couches, il ne s'agit pas de dire d'abord je vois et puis après je lui donne un sens. Il s'agit de dire que la conception du sens qu'on a exhibé au niveau de la perception, c'est-à-dire du rapport entre la chose et ses aspects, joue aussi dans un rapport entre l'usage et les aspects de la chose. Il faut pouvoir dire que, par exemple, dans l'apparaître d'une pipe, dans la manière dont la pipe se fait pipe, je lis aussi l'usage, etc. C'est très compliqué parce qu'on a envie d'être alternativement l'un et l'autre. On a envie de dire que les deux ont raison alors que leur approche est incompatible. Mais en effet, tu as raison de dire que non seulement Merleau-Ponty vient après, il avait lu Être et Temps, et qu'il conçoit sa conception des objets culturels comme une critique ou un complément de Heidegger. Mais je pense que on peut rester heideggerien sur c'est un débat qui est sur ce de point. toute façon, Oui, d'ailleurs, c'est un débat qui est mené par Alphonse de Wallens dans la préface qu'il écrit à la structure du comportement en 1942. Quand Alphonse de Wallens, il était à Louvain, mais il était spécialiste de Heidegger. Je crois qu'il avait fait même sa thèse sur Heidegger. Il connaissait parfaitement Heidegger, mais il dit en effet, Merleau-Ponty, c'est vraiment intéressant parce que Heidegger nous dit on manipule des objets, mais Heidegger parle pas du corps, il parle pas de la perception, etc. Donc il a lui-même vu un complément, une manière de boucher en quelque sorte le cadre, enfin de boucher des manques ou des trous heideggeriens. Mais en même temps, comme je pense qu'Heidegger avait tout à fait conscience qu'on pouvait penser qu'il y avait un trou ici, et je crois que c'est résolument qu'il considère qu'il n'y en a pas. Que si on passe par le corps, alors forcément déjà on sort de ce qui l'intéresse lui à ce niveau-là, qui est la corrélation entre usage et outil. Il faudrait aller voir vraiment les textes. Voilà, c'est ça, il faudrait regarder. C'est sûr. Et du coup, oui, alors, donc on a vu cette tentative, en tout cas, de changement par Heidegger, de paradigme. Enfin, on peut quand même mentionner aussi une critique de cette corrélation perceptive, en tout cas de son originalité, par une tradition de la philologie française, on pourrait dire. Voilà. Oui, alors ce sera peut-être le dernier point qu'on va évoquer ensemble. Donc il y a cette critique archéologique de la perception qui consiste à décaler d'un cran la structure corrélationnelle perception perçue pour la structure corrélationnelle usage-outil. Dans une phénoménologie post-heideggerienne, on a davantage insisté sur les limites de cette structure elle-même. C'est quand même frappant qu'on retrouve la même structure à deux niveaux différents chez Heidegger et chez Merleau-Ponty, et en fait c'est la structure chose, horizon, autrui, quoi. Et c'est l'idée qu'on a un rapport à la chose elle-même sous la condamnation d'un horizon et du regard d'autrui. La phénoménologie post-heideggerienne, elle va beaucoup plus travailler, donc elle ne va pas essayer d'exhiber un autre plan au sein duquel cette structure fonctionnerait, qui serait ni la perception ni la pratique, mais va essayer d'envisager des cas où cette structure vole en éclats, échoue, se trouve en quelque sorte trouée. Voilà. Je dis en quelque sorte, mais en réalité c'est le mot qu'emploiera par exemple Lévinas, se trouve troué. Et donc ce qui va être mis en cause, c'est ce qu'on pourrait appeler de manière générale, mais là encore c'est métonymique, pour désigner l'ensemble de la structure d'horizon. Alors il y a un point, ce point est bien souligné je trouve par Jean-Luc Marion dans Les Temps donnés, c'est page 292, où il formule très bien le problème, très clairement le problème. Dans la tradition de la philosophie transcendantale, l'horizon en général, comme la condition d'apparaître des phénomènes, l'horizon en général est la condition d'apparaître des phénomènes qui l'accueille et restreint à la fois. Ce qui signifie qu'avant toute percée phénoménale vers la visibilité de la chose, d'avance l'horizon attend le premier. L'horizon comme condition de possibilité, etc., qui fixe le lieu au sein duquel une chose peut se manifester. Et que chaque phénomène en apparaissant se borne en fait à actualiser une portion de l'horizon, autrement rester transparent ou vide. Quand surgit parfois ici une question, elle porte sur l'identité de cet horizon. C'est intéressant qu'il formule la question comme ça, parce qu'en effet, c'est ça le débat Merleau-Ponty, Heidegger. C'est d'accord, un horizon comme condition de l'objet, mais quel horizon ? Est-ce que c'est l'horizon du monde perçu ? Est-ce que c'est l'horizon du monde utilitaire, etc. Cette question qui porte sur l'identité de l'horizon, il ne faudrait pas qu'elle en masque une autre plus simple et plus radicale, dit Marion. Certains phénomènes pourraient-ils déborder leur horizon ? Donc,
il ne s'agit pas de nier l'existence de l'horizon et du rapport à la chose sous condition d'horizon, mais de se demander s'il n'y a pas des phénomènes qui débordent l'horizon. Or, qu'est-ce que c'est déborder un horizon? C'est compliqué, c'est-à-dire c'est échapper à la structure perceptive, c'est-à-dire échapper à l'idée qu'on aurait un rapport à la chose à travers ces phénomènes, échapper à l'idée qu'il y aurait une différence entre la chose et les conditions de sa manifestation, etc. Donc c'est essayer de dégager un certain nombre de phénomènes qui sont à la fois auto-signifiants, auto-manifestants et qui ne se manifestent pas sous une condition qu'ils ne seraient pas eux-mêmes ou qui serait plus large qu'eux-mêmes. Et alors en effet, on pourrait citer deux cas qui sont plus de cas opposés, donc c'est très bien. La vie chez Michel Henry, l'idée d'auto-affection. L'idée d'auto-affection, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'idée que la vie s'apparaît elle-même hors horizon. Donc hors visibilité, donc hors monde. Et toute la thèse selon laquelle la vie et le monde sont deux structures de la parette qui s'opposent, selon laquelle la vie n'apparaît pas dans le monde, etc. Simplement une manière de recueillir et là encore de radicaliser l'idée selon laquelle la vie n'apparaît pas sous la condition d'un horizon. Quand j'ai un rapport à ma vie, c'est pas sous la condition d'autre chose de plus large au sein duquel elle apparaîtrait. Et exemple inverse, mais dont vous aurez l'occasion de parler, j'imagine, longuement dans une autre émission, qui est effectivement le visage d'autrui pour Emmanuel Lévinas. Alors c'est intéressant parce que, alors que autrui était pleinement intégré dans la structure de la perception, à la fois par exemple chez Sartre ou chez Merleau-Ponty, comme garantie, etc., chez Lévinas, l'idée même de visage sera que autrui accomplit une trouée d'horizon, c'est-à-dire, là encore, que, tout comme la vie chez Michel Henry, autrui n'est pas vu en tant qu'autrui sous la condition d'un monde et comme une chose fut-elle, une chose particulière, etc., mais apparaît comme signifiant d'elle-même au-delà de tout horizon de signification mondaine. En tout cas, si on aborde autrui dans l'horizon du monde, pour Lévinas, c'est vrai qu'on rate autrui. J'imagine que exactement. c'est vraiment... d'accord. Et d'ailleurs, Michel Henry aussi, là, en ce sens-là, ils ont la même thèse, mais parce que Michel Henry a été aussi très influencé, il a été à l'école de Lévinas, qui par ailleurs était un ami, etc. Mais Michel Henry a cette formule tout à fait étonnante et intéressante pour nous dans un article qui est rassemblé dans les articles de phénoménologie matérielle, qui s'appelle « Pour une phénoménologie de la communauté », où il dit qu'il y a une monstruosité d'une phénoménologie de la perception appliquée à autrui. Une monstruosité. Parce que percevoir autrui, c'est, quand bien même on lui reconnaît un autre statut que celui de chose, le percevoir sous la condition d'un monde. Or, autrui sous la condition d'un monde n'est pas, pour Henry et pour Lévinas, n'est pas autrui. Autrui, c'est celui qui signifie au-delà du monde et qui trouve cet horizon du monde pour faire effraction, en quelque sorte, dans le champ de visibilité qui est celui du commerce quotidien que j'entretiens avec les choses. Parfait, très bien. Merci. Bon, merci beaucoup. Après, ça amènerait loin si on rediscutait sur autrui chez Henry et Lévinas. Ça donne oui, on va faut revenir en deuxième session. Oui, voilà, ce serait ça.